Donc, je m'appelle Gérard Verfailly et j'ai préparé cette conférence débat en commun avec Bernard Arias, là, qui est à la porte. Donc, c'est moi qui vais introduire le débat. Donc, bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez ici à TBS ou que vous soyez assis dans votre fauteuil à regarder un écran chez vous. Bienvenue à nos deux conférenciers, Denis Labeille et Thierry Marmet. Le sujet que nous abordons ce soir n'est pas un sujet facile. C'est un sujet délicat. Il s'agit des conditions de notre fin de vie pour nous, pour nos conjoints, pour nos proches, pour l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, mais nous sommes au GREP. Le GREP, c'est du sérieux. Et au GREP, rares sont les conférences qui traitent de sujets joyeux. Donc, celle-ci n'échappera pas à la règle. Donc, un petit mot sur la jeunesse de cette conférence débat. Donc, quand une évolution de la législation sur la fin de vie a été envisagée, a commencé à être envisagée, nous avons au GREP tout de suite constitué un groupe de réflexion interne au GREP qui a commencé à se former sur la question. Donc, nous avons cherché qu'est-ce que c'était ces objets, comme les directives anticipées, comme les soins palliatifs, comme le suicide assisté, comme l'euthanasie, comme la sédation profonde et continue. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Quel était l'état de la législation en France avec la loi Claes-Leonetti? Quel était l'état de cette législation dans d'autres pays? Donc, on s'est formé là-dessus. Ensuite, on a suivi l'évolution de la Convention nationale sur la fin de vie, qui, à l'initiative du gouvernement, a réuni pendant, je crois, 27 jours de travail, donc plus de 180 de nos concitoyens qui étaient tirés au sort. Et cette convention s'est terminée par une conclusion dont vous avez la synthèse là qui vous est fournie. C'est la synthèse officielle de cette convention. Donc cette convention s'est prononcée à la fin à plus de 75% pour l'accès sous condition à l'aide active à mourir sous forme d'euthanasie ou de suicide assisté. Alors, nous avons alors décidé d'organiser une conférence débat où pourraient s'exprimer des points de vue contradictoires, suivis d'un atelier de réflexion qui permettrait à ceux qui le veulent de continuer d'approfondir cette réflexion. Nous pensions que la conférence d'aujourd'hui se tiendrait au moment du débat parlementaire sur la nouvelle loi, donc sur la fin de vie. Malheureusement, cette nouvelle loi qui était promise à la fin de l'été 2023 n'est toujours en attente, et toujours en attente de décision au sein de l'exécutif. Plus précisément, elle est sur le bureau du président de la République et en attente des décisions du président de la République. Et elle ne devrait être présentée et soumise au Parlement que fin 2023, début 2024. Dans l'incertitude sur les intentions gouvernementales, nous avons décidé quand même de maintenir la date d'aujourd'hui. Alors pour cette conférence, nous avons choisi d'inviter donc Denis Labeille et Thierry Marmet. Donc Denis Labeille a été pendant 25 ans chef de service dans un hôpital francilien. Il est par ailleurs romancier et essayiste. Son dernier livre s'intitule « Le médecin, la liberté et la mort ». Il est disponible à l'entrée. En 2007, il a été à l'origine du manifeste des 2000 soignants qui ont affirmé avoir aidé des malades incurables à mourir. Il est actuellement président d'honneur de l'association Le Choix, Citoyens pour une mort choisie. C'est une association qui milite pour la possibilité pour chacun de choisir les conditions de sa mort. Et il est au cœur du débat actuel puisqu'il a participé au dîner qui a été organisé à l'Élysée en mars par le président de la République sur ce sujet, et qu'il a été encore récemment auditionné par la commission parlementaire en charge de la préparation du débat parlementaire à venir. Thierry Marmet, donc lui, est toulousain. Il a été chef de service de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Joseph Ducoing, anciennement hôpital Varsovie. Et il a été professeur associé de médecine palliative à l'université Paul Sabatier Toulouse 3. À noter qu'en 1997, il a coordonné un ouvrage collectif intitulé « Éthique et fin de vie » qui est paru aux éditions RS.
Le fait que vous soyez tous les deux des médecins n'est pas un choix a priori de notre part. Mais ce choix présente l'avantage que vous avez été tous deux, à de nombreuses reprises, confrontés à des situations de fin de vie dans vos services. En ce qui concerne l'organisation de la conférence, nous vous proposons de présenter votre point de vue, chacun en une demi-heure, à la suite de quoi la parole sera donnée à la salle pour des questions ou des interventions. Et à la fin du débat, vous aurez à chacun la possibilité de conclure rapidement. Nous avons convenu que c'est vous, Thierry Marmet, qui parlerez en premier et que c'est vous, Denis Labeille, qui conclurez en premier. Enfin, je rappelle à tous que la devise du GREP est « réfléchir ensemble ». Cela veut dire que malgré la passion qui entoure souvent le débat actuel sur cette législation de fin de vie, la priorité est cet après-midi au dialogue, ni aux huées, ni aux invectives. Et pour finir, je précise que l'atelier de réflexion, ce qui a déjà été dit par Jean-Marie, l'atelier de réflexion post-conférence se tiendra le mardi 12 décembre à 18 h à l'Observatoire de Jolimont, où se trouve le siège du GREP, et qui sera animé par Roger Berland, je pense ici présent, et cet atelier est ouvert à tous, adhérents ou non au GREP. Tous adhérents ou non. Enfin, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Voilà. Thierry Marmet, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Pour aborder le sujet qui nous réunit, il me paraît important de faire un petit peu de contextualisation. Donc, contextualisation, parce qu'il s'est passé au XXe siècle dans le champ de la médecine quelque chose d'assez extraordinaire en ce sens que grâce au progrès de la médecine et grâce à l'amélioration de nos conditions de vie, voilà que d'un coup d'un seul en un siècle, on a gagné plus de 35 ans d'espérance de vie. Quand Pierre Laroque, en 1945, préside à la mise en place de la sécurité sociale et pour la branche assurance vieillesse, on tablait sur une espérance de vie qui allait augmenter de 15 à 20%. On est loin du compte et ce n'est pas pour rien qu'on a des problèmes aujourd'hui avec le montant des retraites et la manière de les financer. Mais c'est une autre histoire. Donc on gagne 35 ans d'espérance de vie. 35 ans d'espérance de vie, et donc ça donne qu'à la fin du XXe siècle, on gagne un trimestre par an, et puis ça continue au début du XXe. Mais j'attire votre attention que si on regarde l'augmentation de l'espérance de vie des personnes handicapées, pendant que nous, on gagne 3 mois, eux, ils gagnent 6 mois. Une personne affectée d'une maladie trisomique 21, 9 ans d'espérance de vie au début du XXe siècle, 60 ans à la fin du XXe siècle. Et leurs parents sont âgés. Autrement dit, ce à quoi on va assister, c'est à un déplacement du moment de la mort. Déplacement du moment de la mort parce qu'au début du XXe siècle, la mort survient encore à tous les âges. 15% des décès, c'est les moins de 15 ans. On arrive à la fin du XXe siècle, 75% des décès concernent les plus de 75 ans. Donc il y a ce déplacement de la mort vers le grand âge, et les morts qui précèdent sont souvent des morts accidentelles, insupportables, et ce n'est que tardivement que la maladie va commencer à créer chez les plus jeunes des morts, alors que voilà, le gros de la mort arrive là. Et cette augmentation de l'espérance de vie n'exclut pas, même si lorsque j'ai attaqué mes études de médecine, comme beaucoup de médecins, je suis rentré dans la médecine comme on rentre en religion avec l'idée que j'allais sauver des vies, guérir des malades. Premier poste à responsabilité, oncologie pédiatrique, une vingtaine de gamins vont mourir en 6 mois dans les bras. D'emblée, le choc va être brutal pour prendre conscience que mon métier va être aussi d'accompagner des personnes qui ont des maladies qui vont durer, qui vont être difficiles, qui vont avoir de la souffrance. Autrement dit, je suis en train de vous dire que non seulement on va vivre plus longtemps, mais on va vivre plus longtemps affecté d'un certain nombre de maladies qui génèrent de la souffrance. Souffrance pour le patient, souffrance pour sa famille, souffrance pour les soignants. C'est le cas de toutes les maladies neurologiques dégénératives, c'est le cas des cancers, c'est le cas de beaucoup de situations, c'est le cas aussi des situations où le problème de santé, c'est un handicap. Aujourd'hui, là au début du XXe siècle, on vivait quelques années avec un problème de santé. Aujourd'hui, on va vivre des dizaines d'années, ce qui ne va pas se faire simplement. Deuxième problème posé par l'augmentation de l'espérance de vie, c'est le déplacement du lieu du mourir. Au début du XXe siècle, on meurt encore à la maison et c'est très ritualisé. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire.
On se réunit, on fait des veillées, chacun s'occupe de façon à être présent à la personne qui meurt et à sa famille. Lorsqu'on va partir vers les villes pour trouver du travail, pour chercher un emploi, cette culture-là va s'effacer très, très rapidement. Et parallèlement à ça, on va voir qu'on arrive dans les années 70 où 3 décès sur 4 se font à l'hôpital et beaucoup moins donc à domicile. En même temps, on assiste à une médicalisation de la mort. Médicalisation de la mort qui n'est pas sans poser problème parce que nous avons fait tellement de progrès, notamment en réanimation, que, souvent par manque de discernement, nous allons nous obstiner à vouloir à tout prix sauver la vie de quelqu'un au prix d'un acharnement thérapeutique qui va nous être reproché, générant de la souffrance supplémentaire dans un certain nombre de situations, mais sauvant aussi des gens, ce qui fait toute la difficulté. Et donc c'est autour de ce débat-là, dans les années 70, que ressurgit la question de l'euthanasie. Je vais y revenir. Déplacement du lieu du mourir, d'abord vers l'hôpital. À l'hôpital, il y avait encore des sections d'hospice où on mettait les vieux dans des conditions inhumaines et de maltraitance majeure. Donc, début des années 70, une mission parlementaire travaille là-dessus. En 75, il y a une loi qui va promulguer la transformation des hospices en maisons de retraite, en foyer logement, en long séjour. Des retraités vont faire projet d'aller dans ces établissements. Ils vont y vieillir 10 ans plus tard. Quand on vient voir ces établissements qui se sont médicalisés, qui sont devenus des maisons de retraite médicalisées, l'envie de rentrer dans cet endroit-là pour finir ses jours, elle n'a plus tout à fait le même enthousiasme. De sorte que très très rapidement, on entre en maison de retraite par placement quand on ne peut plus faire autrement. Et ce moment du placement, parce qu'on a gagné de l'autonomie, on a gagné des moyens financiers, ils se déplacent de plus en plus loin. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on entre en EHPAD à 83 ans. 6 mois plus tard, la moitié d'entre eux sont morts parce que leur capacité d'adaptation n'était pas satisfaisante. Et croyez-vous que la formation des personnels qui sont dans ces EHPAD, malgré tous les efforts que nous avons pu faire pour le faire, on est toujours à la traîne, elle est insuffisante. Donc il y a de la maltraitance, pour d'autres raisons aussi. Alors, c'est aussi dans ce contexte-là que des interrogations sur les vies qui ne veulent pas d'être vécues va rejaillir. Je vais en parler un petit peu plus loin. Mais c'est aussi dans ce contexte-là que, dans le début des années 80, certains d'entre nous, et je ferai partie de ceux-là, vont aller voir ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, vont découvrir leurs pratiques, souvent bénévoles. En Angleterre, le mouvement des hospices, qui sont les précurseurs des soins palliatifs, ne fonctionne que sur la base, au début des années 80, fonctionne sur la base de bénévolat, de dons, de l'ex. C'est absolument pas financé par l'équivalent de la sécurité sociale, à savoir le National Health Service. C'est des professionnels de santé qui donnent chaque jour un peu de temps pour aller s'occuper des personnes-là. C'est des bénévoles qui font le ménage, qui font à manger, qui font la lessive. C'est des dons et des legs, et notamment ceux de la Ligue contre le cancer qui permettent de construire ces hospices. Dans les années 80, il y a 8000 lits de ce type en Angleterre. Et il y a une culture qui a commencé à se développer pour prendre soin des personnes qui sont là. C'est dans ces moments-là que donc, ces médecins, dont je fais partie, qui ont été en Angleterre, vont souhaiter s'en servir pour apporter des réponses alternatives en France, d'où la commission Larocque en 1985 et tout ce qui va suivre pour le déploiement des soins palliatifs, qui, malgré là aussi tous les efforts des parlementaires, des professionnels de santé, a avancé lentement. J'ai eu la chance d'être dans une région, Midi-Pyrénées, où nous avons été écoutés, entendus par les tutelles et où nous avons réussi à mettre en place un dispositif assez satisfaisant. Et normalement, à la fin de l'actuel programme régional de santé, il ne devrait plus y avoir de zone blanche. Cela dit, on est en train de le faire à moyens humains constants, donc malgré tout, il y a des délais d'attente, ce n'est pas satisfaisant non plus. Mais imaginez-vous qu'en France, il y a des zones où on n'accède pas, on n'accède toujours pas aux soins palliatifs.
À la fin du XXe siècle, Bernard Kouchner était ministre de la Santé et on avait de telles difficultés avec nos usagers qui nous disaient qu'on s'intéressait plus à leur maladie qu'à eux-mêmes, qu'on n'était pas assez attentif à les écouter, à prendre en compte ce qu'ils nous disaient. Eh bien, les parlementaires ont décidé d'introduire dans le Code de la santé publique un livre préliminaire sur les droits des usagers du système de santé. Les 3 premiers droits qui ont été ouverts en 1999, c'est l'accès aux soins palliatifs le moment venu, l'accès à une prise en charge de la souffrance le moment venu, parce qu'on n'était franchement pas bon pour prendre correctement en charge la douleur. Si je vous dis que en 1980, quand j'utilisais 100 mg de morphine, j'avais peur de tuer un patient, et que le premier patient que je vois en Angleterre dans un hospice, il en reçoit 1 gramme, ça m'a un peu décoiffé. Hein, donc j'ai compris que je ne savais pas l'utiliser, qu'on m'avait raconté des choses qui n'étaient pas tout à fait justes sur ce produit-là quand on sait l'utiliser. Je me suis un peu lâché en Aveyron, où j'étais dans une consultation de la douleur, où je voyais beaucoup de patients cancéreux. 6 mois plus tard, je suis convoqué au Conseil de l'ordre des médecins qui se demande si je ne suis pas devenu dealer. Voilà, on était dans ces difficultés-là. Les pharmaciens refusaient de servir mes ordonnances. Donc, vous voyez tout le travail qu'il a fallu faire pour changer un petit peu la donne. Donc, droit supplémentaire ouvert par cette loi, le droit de refuser des actes médicaux. Autrement dit, à partir de ce moment-là, la décision médicale change. Il y a un temps qui tient aux professionnels de santé, aux médecins en particulier, où on va décider de ce que l'on peut faire pour un patient, et un temps où le patient va lui décider s'il consent ou pas aux soins qu'on lui délivre. Et comme ça s'inscrit dans de la durée, le législateur a ajouté que ce consentement, il peut nous le retirer à tout instant. Donc le contrat de soins qu'on construit avec un patient est un contrat sur lequel il nous faut revenir en permanence. Donc pour faire synthèse de tout cela, retenez l'idée que l'augmentation de l'espérance de vie va entraîner une augmentation considérable du nombre de personnes qui ont des problèmes de santé, plein de souffrances pour eux-mêmes, plein de souffrances pour leur famille, plein de souffrances pour les soignants qui s'occupent d'eux. Et que le travail de soutien et de formation a été ambitieux, mais on a l'impression qu'on court toujours après. Et que si on regarde aujourd'hui, j'ai participé moi aux travaux de 2016 sur la loi Leonetti-Claes, hein, et il y avait à peu près 1 soignant sur 4 qui était capable de parler correctement de ce que c'est que la démarche palliative et les soins palliatifs. Si je vous parle des lois sur les droits des malades, on est à peu près dans le même constat. Il y a à peu près 1 Français sur 4 et 1 soignant sur 4 qui sait ce qu'il y a dans les lois. Hein, donc on est loin du compte, et ce qui explique qu'il y a quand même régulièrement beaucoup de confusion. Alors, j'entre maintenant dans le vif du sujet avec ce débat sur la fin de vie et l'éventualité d'une aide active à mourir, pour soulever 3 points, 3 zones de confusion. La première zone de confusion, c'est qu'au sens littéral du terme, et lorsque le mot a été employé pour la première fois, l'euthanasie, c'est la bonne mort. Et lentement, mais progressivement, cette définition va aller dans le sens d'une mort donnée. Hein, je vous donnerai tout à l'heure les définitions actuelles. Deuxième zone de confusion, le moyen de parvenir à cette bonne mort, qui fait souvent référence à du sommeil provoqué, d'où quelques regards suspects sur le sommeil provoqué. Hein, et donc aujourd'hui, encore, quand on prescrit des traitements sédatifs, on génère de la peur de mourir, l'impression qu'on fait de l'euthanasie chez les soignants et l'impression qu'on fait de l'euthanasie chez les familles. Troisième zone de confusion, c'est que finalement, on a destiné l'euthanasie à des personnes dont la vie ne vaut pas d'être vécue, avec toute la difficulté qu'il y a à qualifier qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne vaut pas d'être vécue, et sachant qu'en outre, ceux pour qui sont formulées la demande d'euthanasie ne sont pas forcément ceux qui la demandent. Quand on regarde les données dont on dispose sur qui demande une aide active à mourir, diverses études ont été faites en Europe. On a une demande qui oscille, selon les pays, entre 2 et 5% des personnes qui vont mourir, ce qui ne fait pas grand-chose.
Les études qui émergent des pays où ça a été dépénalisé apportent en outre un autre élément. 30 à 50% des personnes qui en font la demande, qui vont jusqu'à avoir à la maison le produit qui va leur être administré, finalement ne l'utilisent pas. Manière pour moi de dire que ce qui préside à la fin de vie, c'est qu'on est dans une grande ambivalence. On peut facilement passer d'une envie de mourir à l'envie de vivre encore un peu. La première fois où j'ai fait une sédation profonde et continue à une personne qui avait des souffrances réfractaires à tout, qui était venue dans l'unité de soins palliatifs pour cela, on est dans les années 90, j'ai fait partie du groupe de travail qui a écrit les premières recommandations de bonne pratique en matière de sédation profonde et continue. Cette dame, on finit par convenir avec elle, avec sa famille, qu'on va la sédater, mais quelque chose me retient. C'est la première fois que je le fais. Et je fais une cote mal taillée. Je lui propose de l'endormir dans un premier temps pour vérifier de la dose dont elle a besoin, comment elle supporte le traitement, s'il est efficace pour elle, etc., etc. Argument quelque peu factieux. Je la laisse se réveiller avec l'idée que si, quand je la revois, elle me redemande d'être endormie, cette fois-ci, on l'endort, on arrête tous les traitements qui peuvent la maintenir en vie jusqu'à ce qu'elle meure sans s'apercevoir de rien, sous coma provoqué. Il s'avère qu'une heure et demie après, quand elle se réveille et qu'elle demande à me voir, elle m'accueille avec le sourire pour me dire « Docteur, maintenant que je l'ai vérifié, je n'en ai pas besoin, j'ai des choses à faire avant de mourir. » Et elle ne le redemandera pas. Donc, il y a souvent beaucoup d'ambivalence à ce moment-là. Ça veut dire qu'il nous faut, nous, professionnels de santé, être particulièrement attentifs à se trouver strictement aucune légitimité à penser que la vie de telle ou telle personne vaut ou ne vaut pas d'être vécue, et de faire avec eux au fil de l'eau. Alors, les définitions. La définition actuelle de l'euthanasie, telle qu'elle a été réécrite par le Comité consultatif national d'éthique, les lapsus sont intéressants, acte d'un tiers qui met délibérément fin à la vie d'une personne dont le pronostic de vie est réservé dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. Donc, il s'agit bien là de délibérément provoquer la mort d'une personne en fin de vie et qui s'affronte à des souffrances qui l'amènent à faire cette demande. J'attire votre attention sur le fait que dans le code pénal, le mot euthanasie n'apparaît pas. Ce qui apparaît dans le code pénal et ce à quoi ça va être assimilé si on administre une substance létale à une personne, c'est l'homicide par empoisonnement, ce qui fait qu'on encourt la réclusion à perpétuité. Force est de constater dans la jurisprudence que s'il y a une dimension humaine au geste qui a été conduit, la justice est en général clémente et formule des peines plutôt symboliques. En matière d'euthanasie, il y a aussi des études qui montrent qu'en dehors du fait qu'il y a un petit nombre de personnes, 2 à 5%, qui demandent une aide active à mourir, il y a environ 1 à 2% de personnes qui sont euthanasiées par des professionnels de santé alors qu'elles n'ont strictement rien demandé et que leur famille n'a rien demandé. En Hollande, en Belgique, des études ont été faites et qui montrent que cette pratique n'a pas été impactée par la réglementation, la loi qui autorise l'euthanasie. Autrement dit, il y a des soignants qui, dans leur intime conviction, et ça questionne, décident à un moment donné qu'il faut mettre fin à une vie sans demander rien à personne. Donc aujourd'hui, c'est une des questions qui est soulevée par les textes qui vont encadrer la loi, d'être attentif que ces décisions-là, effectivement, ne soient pas la décision d'une personne, mais soient le cheminement d'un collectif qui imagine à un moment donné qu'on peut répondre à cette demande d'une aide active à mourir, quand elle est formulée, et à personne d'autre. Et ça ne concerne pas les personnes qui ne demandent rien. Alors, du côté du suicide, la première chose que je vais dire, c'est que bon an, mal an, il y a 10 000 personnes qui se suicident en France, dont la moitié sont des personnes de plus de 65 ans. Les personnes de plus de 65 ans qui se suicident le font de manière brutale, violente, insupportable. Ça va être terrible en termes de souffrance pour leur famille, pour leurs proches, pour ceux qui assistent à ça. Et pour moi, déjà, ça, c'est une indication qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça et qu'on trouve un règlement de cela. Bien sûr qu'une partie de ces suicides
surviennent dans un contexte de dépression, il faut que ce soit évalué, il faut qu'on se soit assuré que la personne ne relève pas d'un traitement comme les antidépresseurs et tout ce que l'on peut faire dans ce type de situation avant de considérer que quelqu'un le fait en pleine conscience. Et auquel cas, on peut le tourner dans tous les sens. En ce qui me concerne, il me paraît moralement acceptable que quelqu'un qui le demande puisse obtenir les moyens de mettre lui-même fin à ses jours. Et là, il y a un petit souci parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas dans la situation de pouvoir le faire eux-mêmes. Ce qui a amené à faire la définition du suicide assisté. Donc l'assistance au suicide, c'est donner les moyens à une personne de mettre fin à ses jours. Ce n'est pas inscrit dans le code pénal en tant que délit, donc ça ne peut pas être poursuivi. Toutefois, d'aucuns ont été incriminés à non-assistance en personne en danger, mais si on est en toute fin de vie, ça ne tient pas juridiquement, et la plupart du temps, quand juridiquement ça pouvait être entendu parce que la personne avait du temps devant elle, là encore, la justice est avérée souvent à prononcer des peines symboliques. Donc le suicide assisté, ça concerne des personnes qui ne sont pas en mesure de mettre fin eux-mêmes à leur jour dès lors qu'on leur en a donné les moyens. Il faut une aide humaine ou une aide technique. Si c'est une aide humaine actuellement, là pour le coup, on tombe sous le coup de la loi et c'est un délit. Par contre, si on réunit des aides techniques qui fait que, in fine, au dernier moment, c'est la personne elle-même qui va appuyer avec sa bouche, par exemple, sur un petit pulseur qui va déclencher l'administration de la substance létale, comme ça a été mis en scène dans le film Mar Adentro, effectivement, cela pourrait être concevable. Alors, puisque je suis dans les définitions, la sédation profonde et continue, qui a été introduite comme un droit par la loi de 2016 de dite Leonetti-Clae, ne croyez pas qu'il a fallu attendre 2016 pour qu'on le fasse. Des sédations profondes et continues, j'en ai fait, moi, dans les années 90, parce que, en conscience, en équipe, avec le patient, avec sa famille, il nous paraissait humain de les soustraire à leur souffrance en les endormant, en arrêtant les traitements qui les maintenait en vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça me paraît tout à fait normal et moralement acceptable. Il s'avère que ces textes de loi sont méconnus des soignants, et je vous disais tout à l'heure que beaucoup de soignants ont peur, en faisant de la sédation profonde et continue, de faire de l'euthanasie, de sorte que l'accès à ce droit n'est pas forcément bien rempli en France. Et parmi les familles aussi, il y a des gens qui pensent qu'en utilisant cette technique-là, on est des hypocrites et qu'on ne fait rien d'autre que de l'euthanasie. Alors qu'il y a une différence éthiquement consistante entre raccourcir le vie dans l'intention de soulager les souffrances et mettre fin à la vie de quelqu'un dont la vie nous est insupportable. Alors, le mot euthanasie apparaît dans l'Antiquité au IIe siècle. C'est Suétone qui est secrétaire d'un empereur Auguste. Cet empereur Auguste, il a une peur, panique de mourir dans des conditions atroces, comme il a vu autour de lui. Et il s'avère qu'il va mourir d'un ictus dans les bras de sa femme. Et Suétone, avec un petit air ironique, fait le commentaire qu'il est mort de l'euthanasie dont il a rêvé. Il employait là, au sens littéral du terme, de la bonne mort. À la période des Lumières, Francis Bacon, qui est un homme d'État et philosophe anglais, va reprendre le mot euthanasie pour stigmatiser le fait que les médecins de l'époque, à son avis, ne sont pas assez attentifs à soulager la douleur des personnes malades, en disant que le devoir du médecin, ce n'est pas seulement soigner, essayer de contrôler la maladie, essayer de contrôler les symptômes, mais c'est aussi créer les conditions qu'il puisse viser à cette euthanasie, à une bonne mort. On est toujours dans le sens littéral du terme. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit le mot s'associer à d'autres termes. Ainsi, dans le dictionnaire Littré de médecine de 1870, l'euthanasie, c'est la mort arrivant en milieu de sommeil provoqué afin d'éviter une agonie douloureuse. Donc, mort arrivant en milieu de sommeil provoqué. Donc, on incrimine ici le sommeil et je vais y revenir. Et puis, au XXe siècle, on est dans l'idée que l'euthanasie, c'est provoquer la mort douce à une personne, à
en confondant dans le même geste l'acte de donner la bonne mort et celui de provoquer la mort, ce qui n'est pas sans questionner et poser les questions. La preuve, hein, on discute de ça depuis 70 en France et on continue à en discuter beaucoup. Le sommeil provoqué. Alors, première zone de confusion, la morphine tire son nom de Morphée. Morphée, c'est qui? Eh bien, ce n'est pas le dieu du sommeil. C'est le dieu des rêves. Hein, si la morphine est aussi agréable et que d'aucuns en abusent, c'est parce que ça fait faire de beaux rêves. Le dieu du sommeil, c'est son père. Il s'appelle Hypnos. Et Hypnos, il a un frère jumeau, il s'appelle Thanatos. Vous voyez le problème? Il y a un problème. Alors, Thomas More, qui est un autre homme d'État et philosophe anglais au XVIe siècle, va écrire son ouvrage L'Utopie, où il reprend un peu les propos de la République sur lesquels de Platon, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Mais surtout, voilà ce qu'il dit dans cette République idéale de l'île d'Utopie. Il y a quelque chose d'honorable à se laisser convaincre de mourir en cessant de se nourrir ou en s'endormant pour être délivré sans éprouver la sensation de mort. Donc, il rajoute dans notre escarcelle de difficultés le fait d'arrêter de se nourrir. Il y a autour de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation en fin de vie aussi beaucoup de fantasmes, alors qu'en réalité, les travaux dont on dispose montrent quand on cesse de nourrir en situation de fin de vie et que nos capacités d'adaptation sont limitées, on va se nourrir sur nos réserves de graisse et de protéines. Et quand on se nourrit sur nos réserves de graisse et de protéines, on maigrit, ce dont rêvent beaucoup d'hommes et de femmes pour se présenter sur la plage. 2, ça produit de l'eau, jusqu'à 1 litre par jour, donc on n'est pas forcément déshydraté. 3, ça entraîne la sécrétion d'endorphines, c'est donc pas forcément inconfortable. Alors que hydrater à tout prix quelqu'un, on peut le mettre en surcharge, ça va entraîner des signes inconfortables. Le nourrir à tout prix, notamment par des voies d'administration, il va faire des fausses routes, il va faire des pneumopathies d'inhalation. Et depuis les années 90, on a arrêté de mettre des gastrostomies à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer parce qu'on les faisait souffrir plus qu'on ne leur était utile. En 1982, le dictionnaire Usuel-Quillet de la langue française définit l'euthanasie comme la mort douce provoquée par la morphine et les barbituriques qui évite à un malade des douleurs intolérables mais qui est proscrite par la législation actuelle. Ce dictionnaire est distribué en France à 1,5 million d'exemplaires. Ceux qui l'ont lu, vous comprenez qu'on va avoir des petits problèmes pour prescrire la morphine? On a de gros problèmes. Donc les zones de confusion, elles sont aussi entretenues. Alors maintenant, la question des vies d'être vécues, la première fois on entend parler, c'est Platon, on est 4 siècles avant Jésus-Christ, il a réuni là des philosophes, et dans les questionnements sur la bonne République, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait dans une bonne République, des gens qui sont une charge à eux-mêmes, qui sont une charge à leur famille, qui sont une charge à la société. Ils se grattent la tête, ils réfléchissent beaucoup. À la sortie, ça donne que ce n'est pas une bonne chose de garder ces gens-là dans la République. Il va être du devoir des prêtres et des juges de les convaincre de se laisser mourir. Et il va être le devoir des médecins de ne pas s'obstiner à leur délivrer des soins qui pourraient les maintenir en vie. Autrement dit, dès Platon, on recommande aux médecins de ne pas faire d'obstination déraisonnable. Thomas More reprend ça en 1516, mais voilà les propos qu'il tient. Si la maladie est non seulement incurable, mais pleine de douleurs aiguës et d'angoisses continuelles, les prêtres et les magistrats doivent être les premiers à exhorter les malheureux à se décider à la mort. Il leur montre comment, en étant plus utiles en ce monde, ils ont tort de prolonger une vie pestilentielle et douloureuse qui les met à charge à eux-mêmes et les rend insupportables aux autres. C'est d'une tendresse étonnante. En tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne demande pas ça aux soignants. On demande ça aux prêtres et aux juges, comme dans la République. En 1920, un Allemand, Jost, puis un juriste, Karl Menging, et un psychiatre, Alfred Roche, vont écrire un ouvrage sur Les vies ne valent pas d'être vécues, dont le chancelier Hitler va se servir. Le jour de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, à la France et à l'Angleterre, il publie un décret
vouant à une mort de miséricorde. Les malades qui, dans les limites du jugement humain et sur la base d'un examen critique de leur maladie, doivent être considérés comme incurables. C'est un peu flou comme définition, mais on va mettre là-dedans les vieux, les personnes handicapées et les personnes qui ont des maladies graves emplies de souffrance. La première année, entre 1939 et 1940, ils en euthanasient 90 000. Ça entraîne une belle levée de boucliers de la part de l'Église protestante, de la part de l'Église catholique, mais aussi de la part de beaucoup d'Allemands. Et un an plus tard, le chancelier Hitler annule ce décret. Ça ne va en rien impacter le fait que, par contre, la vie d'un juif, d'un tzigane, d'un communiste, ça, on s'en fout, avec la solution finale pour eux. Alors, moi, j'avais mis 72 000 personnes, je n'ai pas corrigé, mais dans le dernier texte que j'ai lu là-dessus, c'est 90 000. Et si vous avez regardé Amen, le film de Costa Gravas qui est passé sur Arte la semaine dernière, c'est quand j'ai entendu ce chiffre sur Amen que j'ai été le vérifier. Il est plus élevé que ce que j'imaginais. Alors, cette ambiance un peu eugénique, elle n'est pas propre à l'Allemagne. Nous avons en France 2 prix Nobel, Richer. Voilà ce qu'il écrit en 1919. « À force d'être pitoyables, nous devenons des barbares. C'est barbarie de forcer à vivre un sourd-muet, un idiot, un rachitique. Ce qui fait l'homme, c'est l'intelligence. Une masse de chair humaine sans intelligence, ce n'est rien. Les supprimer résolument, ce serait leur rendre service, car ils ne pourront jamais que traîner une misérable existence. » Cool. Alexis Carrel, lui, s'intéresse à des populations qui traînent dans les prisons. Et il estime que ce serait bien de s'en séparer. Et il élargit ceux qui ont des problèmes mentaux. Et en 1935, Alexis Carrel provoque que l'on déploie dans les hôpitaux psychiatriques des chambres appropriées avec des gaz appropriés pour mettre fin à ces vies. Donc là, on est dans une période où l'eugénisme est extrêmement présent en France. Ce n'est pas sans lien avec le fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 40 000 malades psychiatriques vont mourir dans les hôpitaux psychiatriques français faute de soins. Rapidement, en 1998, le Comité consultatif national d'éthique se saisit de la question et va proposer un engagement solidaire pour une exception d'euthanasie. Et ce qui est assez intéressant dans ce qu'ils font là, c'est qu'ils proposent que les décisions ne soient pas prises par des soignants, mais soient prises par une mesure de justice. Je passe rapidement, mais encore une fois, vous voyez que dès lors qu'il s'agit de demander ça à des soignants, il y a des questions qui se posent. François Hollande et sa proposition 21, dans laquelle on se demande ce qu'il veut. Est-ce que réellement il veut l'euthanasie ou est-ce que réellement il veut que ceux qui souhaitent pouvoir être aidés à mettre fin eux-mêmes à leur jour, plus son quinquennat va avancer, plus il va aller sur l'idée qu'il serait prêt, lui, à dépénaliser une assistance au suicide. Alors, rapidement, mais il ne me reste pas beaucoup de temps, donc on y viendra peut-être dans le débat, donc je vais sauter. Donc, je passe sur les 2 avis du Comité consultatif national d'éthique, dont le dernier, pour finir, tiens, il y a une diapo qui a sauté, pour finir avec la question de la démarche palliative. La démarche palliative, c'est un état d'esprit que nous essayons d'enseigner, déployer dans le corps soignant. Notre préoccupation, c'est de ne pas se voir une quelconque possibilité de juger du moment de la mort, mais faire en sorte que les personnes arrivent à ce moment-là dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que la démarche palliative, elle est attentive à la qualité de vie d'une personne qui est en fin de vie, à lui offrir un espace où elle va pouvoir mettre en mots sa souffrance, à ne pas vouloir justifier quoi que ce soit dans nos propos, être à leur écoute, accuser réception de ce qu'ils nous demandent, être présent à leur côté pour que cela leur permette éventuellement de trouver un sens différent à leur expérience de la souffrance. Donc, comme le disait si bien la première interne que j'ai accueillie sur l'unité de soins palliatifs, finalement, tu es un médecin athée qui fait un boulot de curé dans un hôpital communiste. Ben, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait, parce que la démarche palliative, c'est ça. C'est d'être là, présent
à l'autre, en acceptant d'être nous-mêmes vulnérables et dans l'impuissance d'avoir l'idée qu'on pourrait impacter le temps qu'il leur reste à vivre, mais d'être en permanence préoccupé pour que ce temps qu'il leur reste à vivre soit de qualité. Donc, pour moi, s'il y avait une priorité des priorités, ça serait de continuer à faire l'effort solidaire de déployer la démarche palliative partout dans les lieux de soins en France, que ce soit les établissements médico-sociaux, que ce soit les services hospitaliers, que peut-être il faut faire place à la possibilité au petit nombre de personnes qui seraient dans une demande altruiste de mettre fin à leur jour parce qu'ils sont prêts à partir, ce qui me paraît tout à fait respectable et moralement acceptable. Mais pourquoi pour moi, il est totalement inacceptable qu'on puisse demander à des professionnels de santé de pratiquer l'euthanasie. Merci de votre attention. Merci beaucoup Thierry Marmet. Donc la parole est maintenant à vous, Denis Labeille, comme vous voulez. Eh bien, merci pour cet exposé. Bien sûr, nous n'arriverons pas aux mêmes conclusions, mais c'est prévu. Je pars de ce que vous avez dit en dernier, car c'est ça qui, moi, m'a motivé. Il faut écouter les malades. Et alors là, tout à fait d'accord. Et c'est mes 40 années d'expérience hospitalière qui m'ont appris que les malades avaient des avis extrêmement différents. Et qu'à chaque fois qu'on veut cadrer la vie des malades, on se trompe. Alors, on peut dire qu'en France, non, on ne meurt pas très bien. Si on mourait si bien que cela, on ne voit pas pourquoi un certain nombre de gens partiraient à l'étranger. Et même ceux qui ne peuvent pas partir à l'étranger, beaucoup voudraient mourir autrement. Je vais repartir aussi des définitions de mots. Parce que là, franchement, ça m'a un peu choqué. Je reprends très rapidement le mot euthanasie. On est tous les deux d'accord pour dire la bonne mort. Mais cet amalgame avec la position des nazis, qui à ma connaissance n'étaient pas des gens qui développaient un charisme particulier envers des malades, n'est pas acceptable pour moi. Donc c'est une dérive majeure de ce mot d'euthanasie, et je ne le reprendrai bien sûr pas dans ce sens-là. Du reste, quand j'en ai discuté avec Mme Firmin Lebaudot, elle m'a dit ce que j'attendais, c'est-à-dire que ce mot ne figurerait pas dans la loi, parce qu'il a été trop marqué, trop déformé, trop amalgamé à des choses qui ne correspondaient pas à sa définition. Sera utilisée dans la loi probablement une terminologie comme aide médicale à mourir, qui correspond à peu près à l'état d'esprit. L'aide médicale à mourir entre en fait dans un cadre qui est l'aide active à mourir, c'est-à-dire une action pour aider les gens à partir lorsqu'ils le demandent. Il y a deux parties, soit il y a avec présence d'un médecin, c'est l'aide médicale, soit les gens décident de le faire eux-mêmes, c'est le suicide assisté, qui n'est pas non plus une très bonne expression. Le suicide sous-entend que c'est se donner la mort dans des conditions de pathologie psychologique. C'est marqué dans le petit Robert. Or, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre fin à leur jour pour des raisons de souffrance, de maladies évoluées, et qui ne sont pas dans une situation de dépression. Je suis content que vous n'ayez pas prononcé le mot « tuer », parce que dans le nombreux débats que j'ai fait, le mot « tuer » revient. Vous tuez les malades. Alors, la première fois que j'ai entendu cela, j'étais voir le Larousse et le petit Robert, et j'ai vu que tuer, c'était retirer la vie de l'autre avec violence. De fait, aujourd'hui, on tue beaucoup sur cette terre. Mais les victimes n'ont pas demandé leur avis, on ne leur a pas demandé leur avis. On tue quelqu'un. Là, on est en train de répondre à une demande de gens qui sont majeurs, qui ont réfléchi, qui ont évolué, qui ont choisi. Et cette demande, on est là pour y répondre parce que c'est humain, parce que c'est le rôle d'un médecin. Le mot « soin » même a été, je dirais, modifié dans le temps. Soin, quand on va dans le dictionnaire, il y a marqué attention, servitude, mais il y a marqué aussi, quand il y a marqué se soigner, il y a marqué le mot guérison. Ça voudrait dire que les soins évolueraient vers la guérison. Or, dans les soins palliatifs, il n'y a justement pas de guérison, et donc ça serait antagoniste que de mettre soins et palliatifs. Or, personne ne discute du caractère soignant des soins palliatifs. Mais le mot soin a évolué dans la vie, dans l'histoire. Je vais en prendre très rapidement deux exemples. Dans
l'acharnement thérapeutique. Il y a quelques années, les médecins avaient pour objectif de soigner, 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 jusqu'à ce que le législateur lui dise « stop ». Au-delà d'une certaine limite, ce que vous pensez être du soin n'est pas du soin. Deuxième exemple, et vous l'avez très bien dit, en ce qui concerne la morphine, c'est évident. Pendant très longtemps, j'ai connu, il fallait donner de la morphine à dose homéopathique. Jusqu'au jour où la loi a dit si, c'est un soin et il faut le considérer comme tel. Et puis je dirais que le soin, la notion de soin varie aussi en fonction de l'état, de l'endroit où on exerce. Mes collègues belges, hollandais, etc., ont intégré dans leur pratique l'aide médicale à mourir. Et pour eux, c'est un soin. Et je ne les vois pas moins soignants que les médecins français qui s'y refusent. Alors, pour bien comprendre le problème actuel, il faut voir d'où on vient, ce qu'on nous propose aujourd'hui avec la loi et ce vers quoi on pourrait aller. D'où on vient? Eh bien oui, oui. Pendant de très nombreuses années, dans les années 80, 90, etc., on apprenait aux internes. J'ai moi-même utilisé les méthodes qu'on m'avait apprises de sédation profonde qu'on appelait à l'époque les cocktails lithiques, association de morphine, de morphinique plutôt, et de sédatifs. Sauf que, à l'époque, on augmentait les doses très rapidement pour que les gens n'aient pas une agonie prolongée, mais puissent partir en douceur, en s'endormant. Il y avait très souvent une collégialité. Moi, j'ai toujours vu une collégialité avec les infirmières, les familles, etc. Et la vie du malade, bien sûr. Et souvent, les infirmières de nuit nous apprenaient beaucoup sur la vie du malade, parce qu'elles avaient un contact différent. Et puis, il y a eu ensuite le Comité national d'éthique, dont vous avez parlé, et qui a parlé pour la première fois d'exception d'euthanasie. Mais dans ce rapport, c'est très intéressant. Il nie l'existence des cocktails lithiques. Il nie l'existence de la sédation profonde faite à l'époque, et fréquemment, très fréquemment. À la suite de ça, il a été décidé de faire donc cette commission parlementaire pour légiférer, puisque en fait, ce qui n'était pas normal dans les sédations qui étaient faites avant, c'est que là, cela se faisait de façon clandestine. C'était une clandestinité officielle, c'est-à-dire tout le monde le savait, tout le monde l'apprenait aux jeunes, les jeunes faisaient, les plus âgés le faisaient. Moi, j'étais dans un service, 7 ans chef de clinique dans un service parisien où j'avais un chef de service catholique et ça ne posait aucun problème métaphysique. Donc, il fallait légiférer pour que les choses soient plus claires. Mais alors, la commission parlementaire, je vous encourage à lire le rapport de la commission, il est sur Internet, 750 pages. Hein, ça, il faut avoir le courage. Vous apprenez tout de même que dans cette commission qui a réuni 80 personnes, 70 pensaient pareil. Sur le plan démocratique, ça pose problème. Il ne suffit pas de faire une commission, encore faut-il qu'il y ait un équilibre et qu'on écoute tout le monde. Et qu'est-ce qui a été dit dans cette loi Leonetti, qui a marqué le début? Il y a eu des rappels non-acharnement thérapeutique. C'était déjà dans le code de déontologie de 1996. Le refus des soins, c'était déjà dans la loi Kouchner. Ce qui a été apporté, c'est les directives anticipées. Ce n'était pas une révolution. Aux États-Unis, ça existait depuis les années 90. Mais enfin, c'était une incitation pour que les malades puissent exprimer ce qu'ils veulent. Attention, c'était consultatif dans la loi Leonetti. Pas question d'en tenir compte si le médecin estimait que ça dépassait ce qui est son état de conscience. Ensuite, il y a eu la personne de confiance. Ça, c'était une chose nouvelle, c'était intéressant. Et enfin, il y a ça montre en fait que face à une réalité médicale, il y a une idéologie. Dans la loi Leonetti, on a parlé du double effet des médicaments. En fait, il était très embêté parce qu'il fallait bien proposer quelque chose où on associe des sédatifs et des morphiniques, mais il ne fallait pas qu'il y ait de volonté de mettre fin à la vie des patients. Donc, il était dit qu'on pouvait prescrire des sédatifs et des morphiniques, mais à dose modérée, et que l'important, c'est que le médecin n'ait pas dans sa tête l'idée d'aider le patient à mourir. Vous voyez le curseur. S'il avait dans sa tête l'idée de passer, il était légalement coupable. S'il n'avait pas cette idée d'aider le patient à mourir, il n'était pas légalement coupable. Ça ne tenait pas debout. Ça ne tenait pas debout, c'est une totale hypocrisie. Et il a fallu 10 ans pour reprendre ce texte qui ne marchait pas. Bon, il y a eu tout un chapitre sur les soins palliatifs, puisqu'en fait, c'était le leitmotiv de tous les gouvernements à l'époque. Il faut des soins palliatifs, sans savoir exactement ce qu'on voulait exactement comme soins palliatifs.
Alors, il y a eu la loi, 10 ans, la loi Claes-Leonetti. Là aussi, c'est assez étonnant de voir comment l'intitulé d'une loi marque les esprits et que personne ne va lire le texte d'application de la loi. Ni les politiques, ni les médecins, ni les citoyens. Or, c'est sur Internet. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, un intitulé, je dirais, prometteur. On se dit, ah bon, ça y est, enfin, ils ont compris qu'il fallait que les malades puissent s'endormir sans souffrance. Sauf que on découvre en lisant le texte de la Haute Autorité de Santé 2 choses. D'abord, les indications sont très limitées. Il faut vraiment être à un stade pré-mortem, juste avant de mourir, qu'on peut en discuter. Ensuite, il faut avoir des douleurs qui soient non contrôlables. Non contrôlables pour qui? Pour le médecin? Pour le malade? Non contrôlables depuis combien de temps? 8 jours? 15 jours? 6 mois? Rien n'est dit. Douleurs non contrôlables. Moi, déjà, souffrance non contrôlable, je trouve ça tout à fait inhumain, d'attendre que les gens souffrent de façon incontrôlable pour commencer à se pencher sur le problème. Rien n'est dit en ce qui concerne les maladies neurodégénératives, qui, elles, ne sont pas en période pré-mortem. Mais plus grave encore, je dirais, c'est la méthodologie qui est proposée, car elle est d'une totale hypocrisie. Il est dit, en effet, que l'on supprime l'hydratation et l'alimentation. C'est vrai, de toute façon, l'alimentation, les gens ne s'alimentent plus dans ces situations-là. Et il n'est pas question, en effet, d'avoir un geste agressif. Mais l'hydratation, c'est différent. L'hydratation, en très peu de temps, vous créez la soif. C'est en l'espace de quelques jours. Ça va très vite. Et pourquoi créer une hydratation? Il n'y a aucune raison. Soi-disant qu'on va créer des œdèmes sur une hydratation. Mais ça, c'est totalement faux. Si vous apportez 3 litres de liquide, en effet, vous allez avoir des œdèmes. Mais si vous apportez ce que tout le monde apprenait, les générations entières, qu'il fallait à peu près 1 litre 200, pour que les gens n'aient pas soif et supportent justement leur état, eh bien, la déshydratation ne se justifiait absolument pas. L'idée derrière, c'était de créer une insuffisance rénale qui aggraverait la situation, qui augmenterait les concentrations de sédatifs et donnerait une apparence naturelle à quelque chose qui n'est pas naturel. La sédation ne se justifie pas. Et c'est monstrueux de penser que c'est le seul cas en médecine où on demande aux gens de déshydrater les malades. Le seul cas. Donc, c'est tout à fait inacceptable. La deuxième chose qui est inacceptable, c'est que cette sédation, telle qu'elle est proposée, n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Il est dit de façon précise dans le texte de la Haute Autorité de Santé, qui a été dicté par la Société française des soins palliatifs, que le malade, après une induction, c'est-à-dire on lui fait perdre la conscience, il faut ensuite adapter les doses en fonction de sa conscience pour le garder dans un état d'inconscience. Et les gens comparent ça à une anesthésie générale, mais ça n'a rien à voir avec une anesthésie générale. Dans une anesthésie générale, le médecin est à côté du malade, et si le malade a tendance à se réveiller, on lui réinjecte des sédatifs. Et donc, la personne reste déconnectée sur le plan de la conscience. Là, il faut attendre, voir, et quand ça remonte, eh ben, on remet un peu de sédatif. Il est marqué dans le texte que si ça se fait en ville, il faut que le médecin passe 2 fois par jour, et en EHPAD, 3 fois par jour. Vous voyez la nuit? Vous voyez le week-end, le samedi, le dimanche, le médecin passer 3 fois par jour dans les EHPAD? Donc, c'est une méthodologie qui n'est pas acceptable. Et chose plus étonnante encore, c'est que le produit proposé, qui était Novel, qui est un sédatif utilisé en anesthésie depuis très longtemps, n'a été en vente en ville qu'en septembre 2022, 6 ans après le début de la loi. Donc, qu'est-ce que cette loi, qui n'est pas capable de donner les moyens de le réaliser, qui propose des choses qui sont pour beaucoup de médecins inacceptables, éthiquement inacceptables? Moi, je n'ai jamais déshydraté un malade. Et je ne déshydraterai jamais. Et cette sédation fluctuante qui aboutit en fait à des agonies prolongées. Et nous avons nombre d'exemples d'agonies qui durent 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Mon frère, 1 mois d'agonie en soins palliatifs, alors qu'il avait une hémorragie cérébrale passive. Donc, cette loi, on a dit qu'elle n'a pas été comprise. Mais si, elle était comprise. Elle était inacceptable pour le nombre de médecins. Et du reste, elle est très peu utilisée, même par les gens qui font des soins palliatifs. Alors, le problème des soins palliatifs, bien sûr, ça a été un progrès. Je ne veux pas dire le contraire, c'est une évidence. Pendant trop longtemps, le corps médical s'est désintéressé du problème de la fin de vie. Ou tout au moins l'a traité de façon incomplète. Et il n'y avait pas de formation de médecin. Il n'y a toujours pas, du reste, de façon de médecin correcte aux soins palliatifs.
Le problème, c'est que ces soins palliatifs sont destinés à tout le monde. Ils ne doivent pas avoir une idéologie particulière. Ils ne doivent pas être influencés par une orientation idéologique ou religieuse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, où les soins palliatifs, en France, je parle bien en France, sont sous influence religieuse et sont vraiment vent debout contre toute aide médicale à mourir. Ce n'est pas le cas en Belgique, ce n'est pas le cas en Hollande, ce n'est pas le cas dans les autres pays, où les soins palliatifs se sont développés encore plus qu'en France, et il n'y a pas de frontière entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Alors pourquoi on n'avance pas? Pourquoi en France on traîne? Parce qu'on traîne. L'originalité française, c'est que justement on ne fait rien. On n'avance pas. Tous les pays autour de nous, on avance tous, sans exception. Ça a commencé bien sûr par la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Ils ont une expérience de 20 ans. 20 ans, on peut tout de même s'inspirer de l'expérience des autres. L'Espagne, le Portugal, des pays sous influence catholique. L'Italie a évolué aussi. L'Allemagne vers le suicide assisté. Donc on est les seuls à dire on est plus intelligent que les autres, on fait mieux que les autres. Il suffirait de développer des soins palliatifs partout, comme si dans les zones où il y a déjà des soins palliatifs, les gens n'allaient pas, en Belgique et en Suisse. Bien sûr qu'ils y vont aussi, même dans les zones où il y a des soins palliatifs, parce que ça ne répond pas à tout. Il y a des gens qui veulent aller en soins palliatifs, d'autres qui ne veulent pas y aller, d'autres qui veulent aller chez eux, qui veulent mourir chez eux dans des conditions humaines, entourés des leurs, et que ça soit organisé comme ça. Il n'est pas normal, en effet, que 75% des citoyens meurent en institution. Est-ce humain? Non. Alors, pourquoi ce retard? Je ne veux pas que ce soit trop long, ça serait très long à dire, et je le développe dans mon livre. Il y a 3 composantes qui sont responsables du retard. Il y a les médecins, le corps médical, dans ses instances dirigeantes. On pourra en discuter au moment des questions. Le Conseil de l'ordre des médecins a été opposé à toutes les évolutions sociétales, toutes, sans exception, la contraception, l'avortement, etc., etc. Et là, au plus, il est de nouveau opposé absolument à une évolution de la loi. Il s'abrite derrière le soi-disant serment d'Hippocrate, je dis soi-disant, parce que là aussi, vous pouvez regarder sur Internet. Le serment d'Hippocrate d'origine n'a rien à voir avec ce que, actuellement, du reste c'est marqué, c'est le serment du Conseil de l'ordre des médecins qui a été revu en 2012 et revu encore récemment. Il y a beaucoup de choses dans ce serment, on pourra en discuter à un moment de la discussion. La deuxième chose, c'est le comité d'éthique. Le comité national d'éthique, c'est Mitterrand qui l'a créé. C'est un comité de 39 membres où la moitié sont nommés par des politiques. Le président de la République en nomme 4, dont le président. Les autres sont nommés par des sociétés dites savantes, plus des religieux, des philosophes, ils font un peu tout. Mais au nom de quoi ce comité d'éthique peut-il parler de la fin de vie alors qu'il n'y a pas dans son corps de gens, enfin d'infirmières, pas d'infirmières qui sont occupées de la fin de vie, il n'y a pas de médecins généralistes, il n'y a pas de médecins hospitaliers, etc. Tout au moins qui sont confrontés régulièrement à la fin de vie. Et puis le troisième groupe médical qui a une importance considérable, c'est la Société française de soins palliatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette société est sous influence religieuse. Du reste, elle ne se cache pas. La présidente est catholique, la vice-présidente enseigne dans l'université catholique. Et depuis des années, ça a toujours été comme ça. Ce qui, moi, ne me gêne pas à partir du moment où on respecte la vie des autres. Or, cette orientation religieuse a un poids considérable. Les hommes politiques, deuxième volet politique. Il y a une sorte de refus du problème de la part des politiques. C'est assez étonnant de voir que la loi Neonetti, la loi Claes-Leonetti ont été votées à l'unanimité. C'est dire s'ils ont étudié le problème. Vous avez déjà vu une loi sociétale votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale? Non, ça n'existe pas. Ou la loi est floue, ou la loi donne satisfaction à tout le monde parce que vraiment il y a trop de choses. Et donc cette loi, à chaque fois, a été votée par les députés. François Hollande, que j'ai rencontré, je lui ai demandé, mais enfin, Monsieur le Président, comment se fait-il que vous aviez inscrit dans votre projet de quinquennat une loi sur la fin de vie vraiment importante? Et on aboutit à une loi qui ne donne satisfaction à personne. Et je lui ai dit, mais vous avez lu
le texte de la Haute Autorité de Santé? Elle me dit, non, franchement, je n'ai pas eu le temps. Bon. Alors, je lui dis, voilà ce qu'il y a dedans. On vous déshydratera, vous aurez une agonie fluctuante, etc. Ça durera plusieurs semaines, si besoin. C'est ça que vous voulez? Alors, il me dit avec son petit sourire que vous connaissez, ah, maintenant que je le sais, je crois que je vais réfléchir autrement. Les hommes politiques sont très, très à distance de ce sujet-là. Et on voit encore aujourd'hui la façon dont les choses traînent. Je vais en venir à la fin. Et puis, il y a le monde religieux. J'ai participé à une émission qui s'appelait Les Enfants d'Abraham. Les Enfants d'Abraham, il y avait deux principes, un représentant de l'Église catholique, un rabbin et un représentant du monde musulman. Et ils abordaient les sujets de société. Ils m'avaient invité pour la fin de vie. Eh ben, j'ai eu la joie de voir que pour une fois, les religions monothéistes étaient d'accord contre moi. J'étais assez fier, parce que ce n'est pas si fréquent que cela, de voir cette unité. Et donc, tous les articles qui sont sortis au cours des derniers mois, écrits par soit les évêques, soit le monde musulman, soit le monde catholique, soit le monde protestant, tous ont la même analyse. Uniquement les soins palliatifs pour les malades, c'est la seule solution. Et on ne veut pas entendre parler d'aide médicale à mourir. Quand j'étais à ce repas, ce dîner à l'Élysée, j'avais en face de moi un représentant du culte catholique, un autre protestant, orthodoxe, musulman, bouddhiste et juif. J'étais seul à défendre un point de vue totalement différent. Que les gens aient leur point de vue, je respecte tout à fait. Mais là, on touche au fond du problème. Au fond du problème qui est un problème philosophique, de deux conceptions philosophiques qui sont assez peu conciliables. L'une qui est pour la vie coûte que coûte, la vie c'est sacré, on n'y touche pas. C'est Dieu qui l'a donné, c'est à Dieu de décider. Je respecte parfaitement. Il y a l'autre conception qui dit, ben, non, dans certaines circonstances, c'est à moi de décider en tant qu'humain, quand la douleur devient importante, quand la fin de vie s'approche, j'ai le droit de décider, et la durée de vie, c'est moi qui décide. C'est ni la société, ni le médecin. Ces deux conceptions sont permanentes. On les sent dans les débats tout le temps. Et qu'importe que les gens pensent ceci ou pensent cela, je respecte. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une république laïque. Et république laïque veut dire une république de tolérance. On tolère toutes les religions, et je trouve que c'est bien. Et il faut tolérer ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Et donc écouter de la même façon ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors l'avenir. Je ne suis pas d'un optimisme fou. Nous sommes en France, un pays qui hésite en permanence dans ce genre de problème. Très rapidement, j'ai été très surpris de voir que pour la première fois, en avril 21, il y avait un vrai débat au Parlement. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait une niche parlementaire. Vous savez, une niche parlementaire, en 24 heures, on doit faire une loi, elle doit être acceptée. Si elle n'est pas acceptée, c'est annulé. Olivier Farlani, qui est un député, autrefois socialiste, radical de gauche, qui avait proposé un projet de loi depuis 4 ans. Il y avait 4 projets de loi à l'Assemblée qui n'étaient jamais discutés. 4 projets de loi qui étaient dans le même sens. Un des Républicains, un de radical de gauche, un des Insoumis et le 4e, je ne me souviens plus. Et puis, il y avait un projet également d'une sénatrice socialiste. Tous ces projets-là allaient dans le même sens. Jamais étudiés, jamais analysés. Alors, il a réussi, au cours d'une niche parlementaire, de faire évoquer ce sujet. Et là, surprise, moi j'ai regardé ce débat, c'était en plein Covid, le Parlement était assez rempli, il y avait vraiment beaucoup de monde, et Farlani sort son premier article qui est la reconnaissance de l'aide médicale à mourir. Et il termine sa présentation, et les députés se lèvent et l'applaudissent. C'est la première fois que je voyais une Assemblée nationale se lever sur ce sujet. Vote,
240 voix pour, 48 contre. 240 voix pour, 48 contre. C'était un tournant essentiel. Mais nous étions dans une niche parlementaire. Et donc, à minuit, les autres articles n'ont pas été votés et il y avait 4000 amendements. Autrement dit, c'était repoussé. Quelques semaines plus tard, 196 députés venant de toutes tendances demandent à Jean Castex de remettre le sujet au Parlement. Je pense que Jean Castex n'a pas décidé tout seul, qu'il a dû demander au président ce qu'il en pensait, et il s'était niette. On verra plus tard. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et donc, on nous a promis ensuite la Convention citoyenne. Bon, très bien, Convention citoyenne. Mais ce qui n'a jamais été dit dans la Convention citoyenne, tout de même, aucun médecin français favorable à l'aide active à mourir n'a été invité. Je répète, aucun médecin français favorable à l'aide active à mourir n'a été invité. Des médecins soins palliatifs, pléthore. Des philosophes, etc. Bon. Mais ceux qui, depuis des années, disent « écoutez, il faut que ça évolue », n'ont pas été invités. Et même comme association, l'association dont j'ai l'honneur d'être président d'honneur, n'a pas été invitée. Donc là encore, on retrouve un petit peu la commission de Leonetti, où on fait de la démocratie, mais qu'à moitié. Malgré cela, 75% disent il faut que ça change. Un peu moins que tous les pourcentages antérieurs qui étaient de 80 à 90%. Je vous rappelle le pourcentage qui a été fait par le journal La Croix, 90% en 2019. Donc une majorité, ultra-majorité de la population dit stop, on veut autre chose. On veut aussi avoir ces possibilités. Et pourquoi les gens veulent? Pas forcément pour utiliser la loi. Puisque vous voyez qu'en Belgique, il n'y a que 2,5% des gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Mais parce que cette loi désangoisse. 80% des Belges ne veulent pas qu'on revienne en arrière. Et ça, c'est fondamental. Beaucoup de gens disent, peut-être que je pourrais l'utiliser. Et rien que ça, ça suffit. Alors, la Convention est passée. On nous a promis un projet gouvernemental au mois d'août. Oui, j'ai fini. Et on vous l'a dit, on l'attend pour l'instant. On croit savoir qu'il va y avoir un énorme dossier de soins palliatifs, oubliant un petit peu qu'il ne suffit pas de faire du quantitatif dans ce domaine. Il faut trouver des médecins. Vous savez qu'on est en pleine crise médicale, 25% de médecins en moins depuis 20 ans. Il faut trouver des lits, 40% de lits d'hospitalisation en moins depuis 20 ans. Donc il ne suffit pas. Et je lisais un article qui est paru dans La Croix de Jean-Marie Gomard, qui est un des pionniers des soins palliatifs, qui disait « même là où il y en a, ça ferme dans nombre de cas parce qu'il y a un manque de personnel. » Donc, il ne suffit pas de dire on va augmenter le soin palliatif, ce n'est pas seulement un problème financier, c'est un problème de personnel. Et donc, dans ce dossier, il y aura un gros dossier soins palliatifs. Je ne sais pas s'il sera appliqué. Tant mieux, tant mieux. Il y aura un gros dossier suicide assisté, semble-t-il. Mais dans quelles conditions? Rien n'est précisé. Si on fait un texte avec un intitulé, une fois de plus, positif, et puis ensuite un texte d'application extrêmement rigide, eh ben, une fois de plus, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Et il n'y aura pratiquement rien sur l'aide médicale à mourir. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, médecin, ma responsabilité de médecin, c'est d'accompagner les malades jusqu'au bout et de répondre à leurs demandes jusqu'au bout. Pas seulement ce que je souhaite, mais ce qu'eux souhaitent. Et beaucoup de patients souhaitent mourir chez eux, à domicile, entourés des leurs. Encore faut-il s'en donner les moyens. Encore faut-il former les médecins généralistes, les médecins hospitaliers, donner la possibilité d'avoir les médicaments en ville de façon pratique, et que l'on sache qu'on ne va pas faire une sédation qui va durer 8 jours, 15 jours, 3 semaines, mais qu'il faudra faire une sédation rapide pour une agonie précoce et indolore. Je vous remercie. Donc c'est maintenant le temps du débat. Donc nous avons environ 3 quarts d'heure pour le débat, donc il y a du temps. Donc le micro va circuler dans la salle. Merci. J'ai écouté attentivement les deux exposés.
concernant le premier, je n'ai pas très bien saisi le bond qui a été fait à la fin entre bon, l'historique, l'exposé théorique, on va dire philosophique, que vous avez fait, et puis tout d'un coup, vous disiez, vous exprimiez votre opinion personnelle, qui bien sûr vous appartient, mais il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, bon, je connais déjà la position de M. Labaine, hein. J'ai ici entre les mains un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents, qui ne sont plus de ce monde et qui ont eu la chance de pouvoir choisir l'instant et le lieu à domicile. Voilà, donc je les ai toujours soutenus en tant que personne de confiance. Je suis sûre qu'ici dans la salle, beaucoup de personnes ont eu aussi des expériences de proches et de familles qui avaient des situations difficiles et qui souhaitaient pouvoir partir. Et comme nous le savons, actuellement, en France, nous n'en avons pas le moyen. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut faire évoluer la loi, qu'elle doit être encadrée et qu'on doit en terminer avec les hypocrisies. C'est tout. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je voulais revenir sur le sujet des directives. Ah, non, ok, plus proche. Ok, très bien. Sur le sujet des directives anticipées. À l'heure actuelle, y a-t-il quelque chose à ce sujet? Vraiment, je me place sur le plan pratico-pratique. Y a-t-il un registre sur lequel on peut remplir, donner son avis, voire même son absence d'avis? Je ne sais pas, par exemple, je suis pour ou contre, voire je m'abstiens aussi, et peut-être s'en remettre à un corps médical ou une personne de confiance. Vous avez mentionné ce concept. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire ou que peut-on faire à ce sujet? Parce qu'on n'est pas toujours conscient. On peut avoir une opération qui tourne mal, avoir un AVC, puis on ne reprend pas conscience. Donc, sur ces cas-là, des directives anticipées, que peut-on faire? Merci. Les directives anticipées, c'est l'une des difficultés que vous avez également souligné. C'est comment on les écrit et avec qui. Et je ne suis pas sûr que tout le monde a compris que les directives anticipées, c'était très, très précis. C'est très médical. Ça porte sur, en matière d'actes médicaux et de traitements, ce que l'on veut bien continuer, ce que l'on veut limiter, ce que l'on veut arrêter et ce qu'on ne veut surtout pas. Hein, donc, c'est ces 4 termes-là qui doivent apparaître dans des directives anticipées. Le décret d'application a rajouté la possibilité de s'exprimer dans les directives anticipées sur le fait de vouloir accéder ou non, le moment venu, à une sédation profonde et continue associée à une antalgie jusqu'au décès. Hein, voilà, avec la possibilité de dire le moment venu, je veux bien y accéder ou je ne veux pas y accéder. C'est assez compliqué à écrire si on n'a pas le support d'un professionnel de santé et si possible un médecin, parce que ça doit être assez précis. Vous avez pris des exemples concrets où les réponses ne sont pas évidentes. Alors bien entendu, on a mis sur Internet des modèles pour les écrire lorsqu'on est en bonne santé ou lorsqu'on a un problème de santé, mais de toute façon, c'est quelque chose qui nécessite d'être discuté et validé avec un professionnel de santé au minima, à minima, et un médecin si possible. Alors, ensuite, une fois qu'elles sont écrites, bien sûr qu'on peut les remettre à son médecin traitant, elles doivent être remises à l'entrée d'une hospitalisation, on peut les remettre à sa personne de confiance, on peut les remettre à sa famille, mais l'endroit où il était attendu qu'on sache quelles sont, c'est ce qui est devenu le dossier médical partagé qui a été transformé en espace santé sur le site Amélie de la Sécurité sociale. Si vous ouvrez votre espace santé, qui est ouvert pour tout le monde, mais il faut l'activer, vous avez un espace où vous pouvez déposer votre désignation de personne de confiance et un espace où vous pouvez disposer vos directives anticipées, sachant que vous pouvez le modifier quand vous voulez. Puisque dorénavant, quand on a écrit ces directives anticipées, de toute façon, elles n'ont pas de date de validité, elles sont toujours valables, autant que vous les transformiez, et c'est la dernière version qui prévaut.
Qu'est-ce qui fait souci dans ce dispositif? C'est que ce dépôt sur le site de la Sécurité sociale était notamment associé à l'idée que ça ferait comme un registre où on était sûr de trouver l'information qui concerne sur le fait que vous avez écrit ou non des directives anticipées. Donc, on est en 2024, 8 ans après que c'était prévu, et ça dysfonctionne. Donc, on est dans la situation où vous pouvez les déposer. Il y a des établissements qui pourront y accéder, d'autres qui ne pourront pas y accéder. Donc, il faut avoir prévu plusieurs formules, les remettre à son médecin traitant, les remettre à sa personne de confiance ou à sa famille. Oui, je dirais que les directives anticipées, c'est un élément essentiel de dialogue. C'est un échec. Ça a été créé en 2005. Et il n'y a que 13% des gens qui ont rempli leur directive anticipée. Pourquoi? D'abord, le mot directive anticipée, vous savez, vous posez aux gens, tu as rempli tes directives anticipées, c'est quoi directive anticipée? Ce n'est pas une terminologie très simple. Hein. On aurait pu dire un testament de vie ou autre chose. Enfin, trouver une autre terminologie, mais plus parlante. Ensuite, avec la loi de 2005, elles étaient purement consultatives. C'est-à-dire, vous présentiez, on pouvait en tenir compte ou pas en tenir compte. Donc, les gens se disent, si on n'en tient pas compte, ça ne sera pas qu'on intérêt. En 2016, c'est devenu exécutif, mais uniquement dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, comme la loi refusait l'aide médicale à mourir, vous pouviez demander l'aide médicale à mourir, on n'en tiendrait pas compte. Ça refroidit aussi les gens. À partir du moment où ils remplissent quelque chose, on n'en tient pas compte, c'est tout de même embêtant. Alors, il y a en effet plusieurs textes, vous pouvez les trouver sur Internet. L'association auquel je fais partie, le choix, a fait des directives anticipées, mais il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre ce qu'on veut. Hein, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr, il faut demander discuter avec un médecin, etc. Mais après, c'est une affaire très personnelle. Et moi, je demande aux gens de l'écrire à la main. Non pas de cocher des petites choses, vous voyez, en disant « je suis pour ceci, je suis pour cela, je suis pour ça ». Non, écrire à la main. Et parfois, j'ai attendu 1 mois, 2 mois, quand les gens hésitaient à demander l'aide médicale à mourir, pour avoir un texte écrit à la main. C'est donc fondamental. Et moi, je vous encourage vivement à vous pencher sur ce problème. Parce qu'en effet, quel que soit l'âge, vous pouvez avoir un accident de voiture, vous pouvez avoir un accident de moto, vous pouvez avoir une maladie grave à 40 ans ou à 50 ans. Et si vous ne les avez pas faites, plus personne ne peut parler vraiment pour vous, sauf la famille. Mais ça n'a pas le même poids pour le médecin. Tandis que quand vous êtes médecin et que vous recevez un patient qui a une directive anticipée, c'est important. Le problème, c'est que c'est vrai que les médecins ne sont pas souvent au courant même de l'existence de directives anticipées. Je vais vous dire, histoire personnelle, il y a 1 an, je me suis fait opérer d'un problème cardiaque et je vais voir mon collègue, il commence par me faire la liste de toutes les calamités que je risque, arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, c'est normal, c'est son job. Et à la fin, je lui dis, ben voilà, je te donne mes directives anticipées pour te dire que ce n'est pas la peine de faire ceci ou cela. Il me dit, oh, tu vas me foutre la poisse. Et voilà, hein. C'est pas passé dans les mœurs. Or, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Quand vous avez un malade qui a écrit bien ses directives anticipées, qui les a renouvelées, qui les a re-signées, etc., vous avez en face de vous quelqu'un qui a réfléchi au problème. Oui, bonjour. Moi, je voudrais vous lire une partie, enfin, une des conclusions, pardon, de la Convention citoyenne. Il y a 3 phrases. Hein. Pour le courant de pensée prônant un accès dit universel, sans autre condition que la volonté du patient, nous représentons 21%, parce que j'en fais partie, l'accès à l'aide active à mourir fait l'objet d'un parcours et d'un accompagnement sans que des conditions médicales ne soient prises en compte. Cette façon égalitaire et universelle de penser l'aide active à mourir pourrait permettre de répondre à toutes les situations. Moi, je représente ici l'association Ultime Liberté, que beaucoup de gens connaissent, qui correspond à ces 21,7% des gens pris au hasard, donc de la population. Ça représente quand même beaucoup de gens. Et je suis un peu déçu que le GREP ait organisé une réunion sur la fin de vie avec 2 médecins. Bon, ils ont le droit de parler, hein, j'ai rien contre. Sauf que il n'y a pas que les médecins qui sont intéressants à entendre. Si on suit ce qui a marqué dans la Convention citoyenne, tout le monde peut donner son avis, et notamment des philosophes. Il y a une partie philosophique. Et je rejoins ce que disait M. Thierry Marmet, c'est ça? Oui. Qui disait que la demande
de sédation profonde, etc., ne devrait pas être demandé aux professionnels de santé. Absolument. C'est pour ça, à mon avis, que ça avance pas, entre autres, parce que c'est pas aux professionnels de santé qu'on doit demander leur avis. Les professionnels de santé, ils sont là effectivement pour exécuter, mais c'est la société qui doit prendre en charge la décision de rendre le suicide, il est déjà légal, hein, mais aussi qu'il soit permis de se suicider d'une façon douce, chez soi, avec un produit qui le permette. Et donc ça, on n'a pas besoin d'un médecin pour nous dire, bah oui, toi, tu as le droit de demander ça, et toi, tu n'as pas le droit. Enfin bon, voilà, c'est une décision qu'on prend seul. Voilà. Donc ça aurait été bien, à mon avis, que le GREP fasse parler d'autres personnes que des médecins. Merci. Alors, moi, je vais vous répondre. Je suis content de pouvoir parler grâce au GREP, puisque la convention, vous y étiez, moi, j'y étais pas. Hein. Il n'y avait pas de médecin, je voulais dire, vous n'y étiez pas. Mais enfin, disons, les citoyens y étaient et ils ne m'ont pas demandé mon avis, ni à aucun médecin français favorable à l'aide active à mourir. Hein. Donc, c'est tout de même. On entend, oui, c'est bon. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucun pays, je connais bien la position de l'ultime liberté, mais il n'y a aucun pays où l'aide active à mourir dans sa forme médicale ou suisse assistée ne se fait sans l'intervention d'un médecin pour la prescription. Eh bien oui, en Suisse, allez, je m'excuse, je termine, en Suisse ou ailleurs, c'est un médecin qui fait la prescription. Et même, il faut en plus l'accord du pharmacien pour fournir le produit. Donc, on est dans une société où les choses sont liées et que le problème de santé reste une domination. Mais ça peut être discuté. Mais pour l'instant, il y a sur la Terre, dans aucun pays, il n'y a de suicide assisté sans intervention du médecin. Au point de vue prescription. Hein. Oui, mais on s'est un peu endormi depuis. Hein. On s'est un peu endormi. Oui, je ne fais pas partie d'une association de soins palliatifs. Par contre, personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister plusieurs personnes, dont des proches, en fin de vie. Et je trouve que il y a deux choses. Directive anticipée, personnellement, c'est très difficile d'anticiper le non anticipable. Voilà. Il y a ce que l'on dit, moi, si, c'est le mode de l'irréel. Et la vie, c'est le réel. Voilà. Et donc... Bon, je ne vais pas exposer des cas personnels, mais je trouve que là, c'est assez théorique et que, voilà, de l'expérience de certaines personnes en fin de vie, si on est là, si on écoute, qu'est-ce que veulent les gens? Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas être seuls. C'est mon expérience, ça c'est voilà. Et puis alors après, je ne sais pas là, le choix citoyen pour une mort choisie, est-ce que c'est la succession de l'association pour le droit de mourir dans la dignité? Non, c'est pas ça. Non, c'est une autre C'était association. un terme que j'abhorrais beaucoup, mourir dans la dignité. Il y a des situations qui sont indignes, mais est-ce que la dignité n'est pas inhérente à la personne humaine? Et quand vous avez accompagné des personnes en fin de vie, vous voyez peut-être aussi. Et puis alors, docteur Labelle, quand vous dites la sédation profonde et continue, que des gens, des agonies qui durent des semaines et des semaines. Ah oui. Bon, moi j'ai vécu autre chose pour mes proches à partir du moment où il y a eu morphine hypnovelle, parce qu'en effet, un cancer métastasé et tout cela. L'agonie, elle n'a pas duré des semaines et des semaines. Et puis, j'ai une de mes filles aussi qui a travaillé plusieurs années auprès de l'IS, identifié soins palliatifs. Je sais qu'il y a une différence entre unité de soins palliatifs et lit identifié soins palliatifs. Et de ce qu'elle m'a dit, bon, ça ne correspondait pas. Je vous remercie. Alors, je vais répondre tout de même parce que, en ce qui concerne la sédation profonde et continue, mais alors, nous avons énormément de témoignages. Et de toute façon, la méthodologie est là. Vous ne pouvez pas avoir une sédation vraiment humaine si vous ajustez les doses en fonction de l'état de conscience, parce que ça sous-entend que le médecin soit là en permanence, et ce n'est pas possible. Et vous avez eu de la chance peut-être d'avoir des médecins qui ont fait des sédations continues, mais vraiment continues, en augmentant les doses progressivement, ce qui n'est pas le cas dans la loi. Ce n'est pas le cas de la loi. Les gens disent c'est de l'aide médicale à mourir. C'est vrai que c'est très proche de l'euthanasie. C'est le même état d'esprit. C'est aider les gens à partir, mais bien sûr, c'est aider les gens à partir. C'est une question de posologie et de temps. Dans un cas
le geste de l'étal est rapide, très rapide, quelques minutes. Dans l'autre cas, c'est quelques heures si on est humain. Mais ce n'est pas normal que ça soit quelques jours. Et ça, je peux vous dire, vous n'avez qu'à regarder le livre qu'on a publié sur les témoignages des gens, c'est accablant. Et sur le directive anticipée, mais si, c'est important de les remplir et de les faire. C'est fondamental d'abord de réfléchir à la mort. Et ce n'est pas une affaire triste. Thomas Mann, il disait, je parle de la mort parce que j'aime la vie. Ben, moi, j'aime la vie, mais j'ai fait mes directives anticipées. Et je trouve que c'est très intéressant, et je passe la parole ensuite à mon collègue, de savoir ce que les gens écrivent dans leurs directives anticipées. Ceux qui sont pour le statu quo, est-ce qu'ils sont d'accord pour déshydrater leur corps et pour avoir une sédation fluctuante? Qu'ils l'écrivent. Moi, c'est niet. Je l'ai marqué, c'est non. Je ne veux pas de déshydratation de mon corps, je ne veux pas de sédation fluctuante. Je veux une sédation progressive, rapide et en moins de 24 heures. Sur votre propos m'a touché l'idée de qui en parle et où. Et je voudrais ici parler de ce qui s'est passé autour de la loi Leonetti-Claes de 2016, quand elle était en préparation. Le Comité consultatif national d'éthique avait proposé qu'on délocalise des débats citoyens en région. En Midi-Pyrénées, j'ai porté ces débats citoyens dans les 8 départements de la région Midi-Pyrénées et entre autres, nous avons réuni dans chaque département ce que nous avons appelé des candides, une vingtaine de personnes. Pour être candide, il ne fallait pas qu'elles soient malades, il ne fallait pas qu'elles aient un deuil récent, il ne fallait pas qu'elles appartiennent à une quelconque association militant pour ou contre. Et donc, bien entendu, il s'avérait très très vite qu'elles ne connaissaient pas les lois précédentes, elles ne connaissaient pas le débat qui était en cours. Et dans les discussions qui ont été émises autour de la question des directives anticipées, en soi, elle disait, je me vois mal écrire aujourd'hui où je suis en bonne santé des directives anticipées au cas où m'arriverait quelque chose. Mais dans les 8 départements, à un moment ou l'autre de la discussion, on dit, mais quand même, on en a, avec la désignation de la personne de confiance et les directives anticipées, l'occasion d'aller voir notre médecin ou un professionnel de santé et parler un petit peu à l'avance de comment on envisage notre vie quand on aura des problèmes de santé. Si ces problèmes de santé sont graves, je trouvais ça tout à fait intéressant. Donc, et là encore, c'était effectivement des usagers qui prenaient la parole pour avoir ce type de discussion avec un regard critique qui a été fort intéressant, bon, qui n'a pas forcément été entendu par le législateur. L'autre mot qui m'a touché dans votre propos, c'est la confusion qui règne autour de l'utilisation du mot dignité. Alors, le mot dignité, le problème de confusion, il vient du fait qu'au moment de la Révolution, Emmanuel Kant là, et tous les gens qui réfléchissaient à cette question de savoir en quoi l'homme fait partie de la nature ou pas, est-ce qu'il est au-dessus de la nature? Et puis finalement, ils ont considéré que l'homme était au-dessus de la nature et que ce qui faisait la différence entre l'être humain, les animaux, les objets, les plantes, c'était que l'homme avait une dignité. Elle était donc devenue ontologique. Elle était la même pour tous les êtres humains, ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous naissons tous égaux en droit et en dignité. Cette dignité-là, elle est inaliénable. Elle est la même pour tous. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit malade, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on a tous, qu'on soit en prison, qu'on soit en liberté, on a tous la même dignité. Cette dignité, elle est atteinte lorsque notre regard change sur la personne et si on se demande si elle fait encore partie des êtres humains. Et quand on traite un handicapé de légumes, on porte atteinte à sa dignité. Et en même temps qu'on porte atteinte à la dignité de cet être humain qui est handicapé, j'estime aussi qu'on porte atteinte à la dignité des légumes qui n'ont aucune raison d'être confondus avec des handicapés. Quand il va être provoquant, je peux l'être. Alors, je reviens maintenant sur votre propos, où vous êtes revenu à plusieurs reprises sur la question de la déshydratation. Dans la pratique des soins palliatifs, on est attentif à ne pas faire n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on fait de la clinique. Quand on est dans le doute, on fait des examens. Et il est bien clair que j'ai dit tout à l'heure, quand on ne mange plus, quand on a décidé de ne plus manger, de ne plus boire, le catabolisme des graisses et des protéines produit de l'eau, mais parfois pas assez. Et bien entendu que si ça génère de l'inconfort, on va rajouter un peu d'eau, mais pas 3 litres. On va rajouter 500 cc par voie sous-cutanée, ça suffit généralement. Et que d'autre part, bien sûr que la personne va avoir la bouche sèche, et pour que ce ne soit pas inconfortable, on est attentif à faire régulièrement des soins de bouche réguliers.
Donc, ne réduisez pas les problèmes de limitation ou d'arrêt de l'hydratation au fait que ça va déshydrater. Potentiellement, ça peut le faire, mais si on est un bon clinicien et si on travaille correctement en équipe, on n'y arrive pas. Bien sûr. Écoutez, c'est le seul cas où on conseille aux médecins de supprimer l'hydratation. C'est très facile à comprendre. Pour vivre, vous avez besoin d'oxygène, d'eau et de calories. L'oxygène, vous la supprimez, vous mourrez en quelques minutes. L'eau, vous la supprimez, vous mourrez en quelques jours, quelques heures à quelques jours. Vous supprimez l'alimentation, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Il n'est pas question ni de supprimer l'oxygène, on ne va pas étouffer les gens, et c'est considéré comme des traitements, hein, ni de supprimer l'alimentation, ni de mettre les gens sous alimentation alors qu'ils ont une durée de vie courte. L'hydratation ne se justifie que pour des raisons idéologiques. Aucun médecin, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, ont déshydraté les malades. Mais là, il fallait trouver un moyen dit naturel pour que les malades puissent partir comme ça, comme si c'était normal. Eh bien non, c'est sûr que ça aggrave les choses, la déshydratation, mais lentement. Ça entraîne une insuffisance rénale fonctionnelle, inutile, et ça entraîne une soif. La soif apparaît très très vite. Et humecter la bouche, je suis désolé, mais humecter la bouche, ça ne suffit pas. Et vous voyez, humecter la bouche dans les EHPAD toutes les 2 heures, puisque c'est ça qui est écrit dans le texte. Toutes les nuits, humecter la bouche toute la nuit, ce n'est pas raisonnable. Alors qu'il suffit d'apporter, en effet, 3 à 1 litre de liquide pour avoir absolument pas cette histoire de... C'est un sujet uniquement idéologique. Il fallait en montrer que l'on pouvait faire quelque chose tout en ne faisant rien. Et je reviens sur la dignité. Mais madame, la dignité, moi, ce n'est pas un problème. Je trouve que je respecte toutes les formes de dignité. Tout le monde n'a pas la même conception de la dignité. Il y a des gens qui acceptent leur sort, qui acceptent la souffrance au nom de leur conception religieuse ou autre. Et c'est une dignité. Je respecte cette dignité. Et puis il y en a d'autres qui estiment que voir leur corps se dégrader, c'est perdre sa dignité. Et cela aussi, il faut les respecter. Donc la dignité est vécue de façon différente d'un sujet à l'autre. Pour moi, c'est un problème de liberté, uniquement de liberté. C'est-à-dire que votre liberté, ce n'est pas forcément la mienne. Mais ma liberté n'empiète pas sur la vôtre. Alors, ne décidez pas pour moi, que l'on ne décide pas pour moi, que la société ne décide pas pour moi, qu'on ne me dise pas ce qu'il faut faire. J'ai suffisamment réfléchi au problème et je ne suis pas le seul. Nous sommes des millions de gens qui réfléchissent aussi pour le problème de la mort, plus ou moins, mais qui réfléchissent et qui ont le droit de choisir leur méthode. Ils ont le droit. S'il n'y avait pas ce problème de liberté, pourquoi il y a des gens qui iraient en Suisse, en Belgique, etc. C'est parce que la France ne leur offre pas la possibilité d'exercer leur liberté dans ce domaine. Donc, respectons-nous, respectons la vie des autres, qu'il n'y ait pas seulement les soins palliatifs comme seule voie. Non. Moi, j'ai envie de mourir chez moi, entouré des miens. En vous écoutant, je m'aperçois que j'ai tenu la moitié de mon propos sur la dignité, puisque j'ai parlé de la dignité absolue, mais je n'ai pas parlé de la dignité relative tel qu'était le sens préexistant quand le mot est apparu dans la langue française, où effectivement, ce sens de la dignité, c'est être digne d'eux, le dignitaire. Donc il y a un certain nombre d'attributs qui sont là ou qui ne sont pas là, qui font qu'on est digne ou qu'on est indigne. Et c'est dans cette représentation du sens de dignité que, oui, la maladie, la souffrance, le handicap peuvent être vécus comme autant d'indignité, mais ça n'a rien à voir avec la dignité absolue, qui est celle qui préside à ce qu'on doit respecter dans le Code de la santé publique et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui. Alors, je voudrais revenir d'une part sur les directives anticipées, dans le sens où pour accompagner, pour être personne de confiance et donc pour avoir aidé à rédiger des directives anticipées, j'ai pu être témoin, une fois la maladie s'étant aggravée, l'hospitalisation étant mise en place ici sur Toulouse, de comment effectivement le personnel le personnel médical avait été surpris de recevoir des directives anticipées écrites d'une telle manière. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, ça facilitait les choses. Et paradoxalement, je n'étais pas du tout de la famille. Et effectivement, ma surprise a été d'être appelée
lorsque la personne a été hospitalisée et qu'elle n'était plus en état de pouvoir parler par elle-même, parce qu'effectivement, je n'y croyais pas. Donc, ça a été pour moi quelque chose de très intéressant de me rendre compte que lorsque les directives anticipées et que la personne de confiance était bien donnée au médecin au moment où la maladie commençait, etc., il y avait une suite, et une suite qui est de l'ordre de l'accompagnement. Et je reviens à cet accompagnement, et merci à chacun d'entre vous de vous être exprimé depuis là où vous en êtes de votre réflexion. Mais moi, je suis dans ma propre réflexion qui est celle, effectivement, que l'on accompagne la vie jusqu'au bout de la vie, mais non pas à tout prix de n'importe quoi, pas dans l'obstination déraisonnable, comme on le dit maintenant, etc., etc., mais effectivement accompagner sans mettre trop d'émotions lorsqu'on est d'émotionnel lorsqu'on est en train, face à un public, de s'exprimer et de vouloir faire passer un message. Dès lors qu'on met de l'émotionnel, dès lors qu'on dit « oui, on va vous déshydrater, vous vous rendez compte, vous allez mourir de soif ou de faim », nous sommes en train d'agir, consciemment ou inconsciemment, au niveau des personnes qui sont en face, qui ne connaissent pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants de la loi, mais qui par contre savent ce que c'est que la souffrance. Parce qu'à un moment ou à un autre, on a tous vécu un stade de souffrance, on vient actionner ce levier de la peur. Et je suis désolée, la peur et la liberté, pour moi, ça ne va pas ensemble. Donc, en fait, ce n'est pas tant les applaudissements ou quoi que ce soit que je cherche, c'est simplement qu'on aille plus loin. Nous sommes trop peu nombreux à nous intéresser véritablement à ce que va devenir notre vie. Vous parliez du fait que, effectivement, Monsieur Labaille, vous souhaitez que votre choix soit écouté, etc. Et c'est tout à fait logique. Mais votre choix, comment peut-il être pris par une loi qui est globale ? C'est le cas des soins palliatifs. J'accompagne le mouvement des soins palliatifs depuis 20 ans. J'en ai 57, donc j'étais jeune encore à l'époque. Et depuis 20 ans, depuis 22 ans même, je ne cesse d'entendre dire « on va développer des soins palliatifs, il y a eu le plan ceci, le plan cela, etc., etc. » Ça ne s'est pas fait. Comment peut-on imaginer qu'une autre loi, aussi bien faite soit-elle, puisse venir répondre précisément à tous les écueils que propose aujourd'hui et de plus en plus le monde de la médecine, le monde soignant. Là, ça m'interroge véritablement. Dans quelle société est-ce que je vais mourir ? Parce que mourir chez soi accompagné des siens, c'est très bien, mais dans quelle société ? Est-ce que c'est une société qui accompagne ce mouvement-là ou est-ce que c'est une société, au contraire, qui va encore plus couper, qui va encore moins mettre de solidarité? Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la véritable question. Merci. Alors, je vais vous répondre. Oui, et après tout, s'il y a de l'émotionnel, oui, je peux parler difficilement sans y mettre de l'émotion. Quand vous êtes au chevet d'un patient, vous le savez, il y a des périodes qui sont très émotionnelles et je le revendique, j'ai le droit. Ça ne me gêne pas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire fi de la loi. Vous ne pouvez pas dire on va faire comme si elle n'existait pas. Il faut lire ce texte de la Haute Autorité de Santé inspiré par la Société française de soins palliatifs. À chaque page, il y a marqué que c'était inspiré par la Société française de soins palliatifs. Je suis personnellement opposé pour moi à cette loi. Je n'en veux pas. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais pourquoi ça, on peut faire quelque... Non. Donc je vise d'abord moi, égoïstement. Et quand j'ai entendu d'autres personnes dire la même chose, je me dis, bon, ben, c'est qu'il y a un vrai problème. Lisez le livre qu'on a publié, 40, qu'on a choisi comme ça, parce qu'ils étaient particulièrement bien écrits, bien détaillés. 40 témoignages de gens qui disent, non, mais ce n'est pas possible ce qu'on a vécu, ce que la personne que nous avons accompagnée a vécu. Donc on ne peut pas faire fi de la loi. On ne peut pas dire, oui, mais ça serait un petit peu mieux. Si la déshydratation fait partie de la loi, je dis non. C'est mon droit. Ce n'est pas émotionnel. Je ne penche pas à faire peur. C'est que les gens lisent la loi. La deuxième chose, c'est que si on veut l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté, pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, il faut avoir le médicament. Le pentobarbital qui permet aux gens de s'endormir rapidement et de mourir, oui, de mourir, mais sans douleur, eh ben, ce n'est pas en vente. Donc on ne peut pas dire oui, mais ça serait bien qu'il y ait... Non, il faut une loi pour que ça soit autorisé. Et je ne vois pas pourquoi nos collègues belges, qui ont une expérience de 20 ans, il n'y a pas eu de massacre
d'handicapés, comme on entend le dire. Il n'y a pas eu de drame majeur. Non, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu rien de cela. Ils ont intégré, et tous les gens qui vont en Belgique sont étonnés, tous les politiques qui vont aller, les médecins ont intégré dans leur pratique cette possibilité de répondre au désir de partir de certains patients. Pourquoi nous, Français, on serait obnubilés pour dire il n'y a que les soins palliatifs, et je suis pour les soins palliatifs, tout à fait pour, mais je ne veux pas de frontières. Je veux qu'il y ait la possibilité pour les gens qui un jour disent bah, ça suffit, j'ai envie de partir. Il y a eu un film là, qui est sorti très récemment où il y avait Olivier Falorni qui est participé, je suis tombé dessus à la télévision, qui participait à une réunion d'un service de soins palliatifs où alors, le personnel était dans je dirais, la pensée que vous développez. Et puis, ils ont dit, bon, on va aller voir un malade. Ils vont voir un malade, un monsieur qui était dans une situation dramatique, et il lui pose la question, Falorni. Il dit, monsieur, il y a des moments où vous n'auriez pas envie de partir. Et il répond, mais bien si, j'ai envie de partir. Mais c'est pas possible ici. C'est pas possible ici. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas de l'émotionnel. Il faut que le jour, la personne dise, c'est fini, j'en ai assez. C'est pas pour 3 jours de plus ou 1 mois de plus ou 6 mois de plus. C'est pas à vous de décider ce que doit être ma vie. C'est pas à vous. C'est à moi de le faire. C'est ma liberté. Et ça, il faut qu'on évolue sur le plan, je dirais, du citoyen. Le citoyen est majeur et on a le droit de l'écouter. Oui, c'était pour apporter un témoignage un petit peu dans le sens de ce qui a été dit, effectivement. Bon, c'est pas, je regrette, c'est pas peut-être très, je veux dire, c'est difficile à dire, mais j'ai assisté à la mort de mon beau-frère euh, touché par la maladie d'Alzheimer à 50 ans. Donc, ça a duré un bon moment. Et effectivement, il était en bonne santé physique par ailleurs. Bah, cette agonie, elle a duré une quinzaine de jours. Et j'ai été le voir effectivement dans l'établissement qui n'est pas très loin d'ici, à Blagnac. Et effectivement, je l'ai vu se dessécher pendant 15 jours. Alors, bon, là-dessus, vous n'êtes effectivement pas d'accord, puisqu'il y en a un qui dit finalement que ce 15 jours de déshydratation, non, c'est pas gênant, parce que, bon, mais vous dites, vous, que finalement, cette déshydratation, elle est réelle, et puis personne ne sait d'ailleurs s'il y a souffrance ou pas. En tout cas, s'il y a une souffrance, c'est celle des gens, des parents, qui voient la situation comme assez insoutenable quand même. Donc je pense qu'il y a aussi une certaine, excusez-moi du terme, hypocrisie entre le moment où on dit je vais faire une sédation profonde et le moment où je dis je vais faire un acte qui est vraiment actif pour amener la mort. À mon avis, c'est tout à fait équivalent, sauf qu'il y a une certaine hypocrisie en disant ouais, moi, j'ai rien fait, j'ai laissé la nature travailler. Non, on n'a pas laissé la nature travailler. On sait bien qu'il va mourir. Sauf que moi, quelque part, je dis effectivement, c'est un défaut de soin. C'est-à-dire que les médecins, c'est dans leur responsabilité de faire cette action, même si c'est difficile. Une des difficultés que j'ai soulevées dans mon propos tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un énorme contingent, de personnes qui ont des maladies neurologiques dégénératives, qui ont des handicaps, qui n'ont exprimé aucune volonté sur ce qu'ils pouvaient considérer comme attente au moment de leur fin de vie. Qu'en regard de cette réalité qui entraîne beaucoup de souffrance chez les patients, chez les familles et aussi chez les soignants, on manque de personnel dans les établissements qui accueillent ces populations-là. Ils ne sont pas correctement formés et il manque des moyens techniques, il manque des connaissances, de sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne peux que aller dans le sens que ça veut dire, on peut devenir maltraitant et ne pas prendre les bonnes décisions pour les patients. Ce qui est néanmoins essentiel, c'est l'attention que l'on porte
au fait que nous ne prendrons en compte dans nos décisions à titre de médecin, et c'est ce que nous essayons de faire dans la pratique de la démarche palliative, pas exclusivement des soins palliatifs, parce que cette césure que l'on fait entre les soins palliatifs et les autres patients me paraît totalement artificielle. Hein, la démarche palliative, c'est ce que l'on peut faire pour pallier les conséquences d'un problème de santé, et notamment quand il s'aggrave et qu'il devient en fin de vie. C'est ce qu'on fait en soins palliatifs, mais ça relève, c'est valable pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'on soit plus nombreux, et ça veut dire qu'on soit correctement formés, ce qui n'est pas le cas. Et ça veut dire aussi qu'il nous faut faire des choix de société. Aujourd'hui, on dit que les vieux, les handicapés, toutes ces personnes-là, elles coûtent cher, elles servent à rien, et qu'il vaut mieux mettre fin à leur jour. Hein, on le dit assez facilement. Et donc, c'est pas vrai ce que je dis ? Oui. Je ne sais pas si c'est hors sujet. Ouais. Donc, en tout cas, mon attente à moi, ça serait que solidairement, on continue à se battre pour avoir les moyens de faire mieux ce que nous essayons de faire. Et cette expérience que vous venez de témoigner me désole profondément, parce que tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai essayé aussi de lutter contre cela. Je voudrais juste rajouter, parce que vous avez soulevé un point très important. Pour moi, en effet, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre la sédation profonde et continue telle que le groupe médical que j'anime l'envisage, c'est-à-dire une sédation, vraie sédation, pour que ça ne dure pas et que ça ne soit pas une souffrance pour la famille ni pour le malade. Ça semble extrêmement simple à faire. C'est ce qui se faisait avant. Hein, et c'est des lois qui ont été en arrière. C'était un recul par rapport à ce qui se faisait. Il n'y a aucune raison de maintenir quelqu'un déconnecté et de maintenir son corps et qui a été déconnecté. Il n'y a aucune justification philosophique, religieuse ou quoi que ce soit. Une fois que le corps a été déconnecté, puisque c'est l'objectif de la sédation profonde et continue, il n'y a aucune raison de ne pas continuer et de faire en sorte que ça ne dure pas. Dans ce protocole que nous avons écrit et que nous avons envoyé au ministère, nous donnons des doses semblables à ce qui est écrit actuellement sur le texte, c'est-à-dire déconnexion, mais ensuite on augmente les doses de façon très rapide. Et c'est en effet tout à fait, ça entre dans le cadre de l'aide médicale à mourir. Soit il y a une dose létale, rapide, certaines personnes le souhaitent, d'autres souhaitent au contraire que ça ne soit pas aussi, je dirais, rapide au total. Et il faut tenir compte de cette demande. Et vous avez des médecins qui ont peur du geste létal, ce que je peux comprendre, et qui sont prêts à faire des sédations rapides. Beaucoup, je crois, heureusement, sont prêts à faire cela. Et que les gens puissent partir sans douleur. Donc il faut entendre cela. Et il ne faut pas être braqué sur une solution, mais il faut être braqué sur une orientation, c'est-à-dire faire en sorte que ni le malade, ni aussi la famille, vous avez raison de souligner le problème, ne souffrent inutilement. Oui, moi, il me semble quand même qu'il a été un petit peu oublié, la question, alors non pas de la liberté du choix de mourir, mais c'est essentiellement dans un contexte où il y a une souffrance physique et une souffrance psychique. Mais il y a un certain nombre de gens qui choisissent ou qui veulent choisir la mort en dehors de ce contexte-là. J'aurais bien aimé qu'il y ait une réflexion sur cette question-là. Deuxième chose, concernant la question de la loi. Sur la question de la loi, ça ne veut pas dire parce qu'une loi autoriserait le suicide assisté que ça concerne tout le monde et que tout le monde va aller se faire suicider. Quand une loi sur l'avortement ou une loi sur le mariage, le mariage pour tous, elle s'applique à ceux qui souhaitent, pas à ceux qui ne le souhaitent pas. Elle n'impose rien aux autres. C'est ce que vous avez dit d'une autre manière tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'imposer aux autres, il s'agit de donner le droit à exercer sa liberté de mourir comme on le souhaite, même s'il y a ambivalence, et je suis d'accord avec vous, l'ambivalence, mais dans l'accompagnement, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui change d'avis alors qu'il y a accompagnement, on va le forcer à mourir. Je veux dire, il y a des nuances quand même aussi à apporter dans l'argumentation. Et puis, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. Je rappelle Mme Paulette Guinchard, qui était secrétaire d'État de Lionel Jospin, qui a été une militante des soins palliatifs et que des soins palliatifs. Et le jour où elle a eu été une maladie dégénérative, elle est partie en Suisse. Et je respecte, dans un sens comme dans l'autre. Oui, merci. Oui,
Trois petits points là. Bon, la première chose, c'est que je suis effectivement un compagnon bénévole et je vois en permanence des personnes qui disent qu'elles veulent mourir. Mais on sent à quel point cette demande est souvent très, très paradoxale parce qu'en même temps, elles parlent du bonheur de voir leurs petits-enfants qui viennent les voir régulièrement, de leurs femmes. Et voilà, donc mais c'est pour elles une préoccupation profonde quand même. Ce qui me fait très peur, moi, dans cette loi, c'est de faire de l'acte de donner la mort un acte médical qui va rentrer dans la logique de la gestion de l'hôpital. Et quand on voit à la fois les besoins financiers de l'hôpital et puis le fait que ces besoins sont très importants, j'ai les plus grosses craintes. En fait, alors, puis le dernier point, c'est que philosophiquement, pour moi, enfin, je trouve qu'il y a un paradoxe quand même dans la notion de liberté de mourir. Parce que la liberté de mourir, c'est choisir de tuer sa liberté. Donc, c'est choisir de ne plus avoir de liberté. Et pour moi, la liberté, c'est le cœur de la vie et de l'homme. Je dirais quelque chose après. Juste, je ne sais pas si ça marche. Ça marche, oui. Juste un témoignage. En fait, moi, je suis infirmière en EHPAD depuis 12 ans. Et je peux vous dire que pour moi, j'aimerais bien qu'il ne se passe pas ce que je vois en EHPAD tous les jours, tous les week-ends. Quand on parle de la sédation profonde en EHPAD, il faudrait que vous veniez voir ce que c'est. Parce que je ne préfère pas vous raconter. Et je pense que cette loi, elle doit rester au libre arbitre des gens. Et pour moi, je ne veux absolument pas qu'il se passe. Et pour mes proches, ce que je vois, et on est maltraitant, les médecins. Alors, on essaye de faire le mieux qu'on peut, je vous garantis. Mais on manque de personnel. On cherche des infirmières tout le temps. On cherche des aides-soignantes. Les médecins sont là de temps en temps, on va dire. Les médecins traitants ne s'intéressent pas à leurs patients ou peu à leurs patients en fin de vie, à leurs patients en EHPAD. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que tout ce que vous racontez, c'est très bien, mais il faut du personnel et de la formation et ce qu'on n'a pas, et de l'argent et ce qu'on n'a pas, et voilà. Et il y a donc la dernière question. Alors, je voudrais savoir ce que le corps médical propose avec la loi actuelle ou les soins palliatifs pour des cas qui n'entrent pas dans le cadre de la fin de vie, mais ce sont les maladies neurodégénératives, douloureuses, invalidantes, et dont certains veulent mourir. Il y a certaines personnes partent en Suisse, d'autres en Belgique. Il y en a qui se sont déjà suicidés et je voudrais savoir que propose le corps médical avec la loi actuelle et que proposent les soins palliatifs pour ces cas-là. Alors, il y a bien entendu la maladie de Charcot que tout le monde connaît, mais il y a d'autres maladies comme la maladie de Strumfeld-Lorrain, le syndrome de Marfan, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui sont des maladies très douloureuses et dont les patients peuvent vivre de longues années. Il y en a beaucoup d'entre eux qui veulent se suicider. Enfin, moi, j'en connais 4. Je reste attaché à l'idée du choix du malade et dans sa variété. Et je ne le connais pas à l'avance. Et ce n'est pas cette relation, cette alliance qui se crée entre le médecin et le malade que l'on peut faire ensemble un chemin. Et que ce chemin, en effet, est imprévisible. Mais je respecterai la vie des uns et des autres. Mon père était catholique. Il a voulu des soins palliatifs. Il a mis 15 jours à mourir. J'ai respecté son choix. La deuxième chose, c'est qu'il y a des éléments que l'on mélange actuellement entre ce qui est sûr et ce qui est subjectif. Ce qui est objectif, c'est une maladie grave et incurable. Ça, c'est objectif. On sait ce que c'est. Plus ou moins avancé. Mais dès que l'on parle de ce qui est subjectif, on se trompe. Actuellement, on est en train d'essayer de voir ce qui serait à moyen terme ou à court terme, etc.
Or, quand on est médecin, on sait très bien d'expérience qu'on se trompe à chaque fois qu'on veut faire un pronostic de durée. Enfin, je pense que ce qui est très important, c'est la notion de souffrance. Et là encore, c'est le malade qui l'évalue. Ce n'est pas au médecin de se dire « on peut encore faire un peu, on va encore vous soulager, mais si, ça va aller mieux ». Non, c'est au malade qui dit « je n'en peux plus et j'ai réfléchi, ce n'est plus tolérable et ma vie n'est plus importante avec les souffrances que j'ai ». Donc, l'écoute, elle doit être dans toutes les directions et pas seulement dans la direction que moi j'ai. Je partage ce que vous venez de dire sur l'idée que la fonction principale de nous, professionnels de santé et médecins en particulier, c'est l'écoute non jugeante que l'on doit aux patients dans ce qu'ils nous formulent, dans ce qu'ils nous disent, sans les juger, en considérant qu'il n'y a qu'eux qui peuvent décider de ce qui est bon pour eux et nous n'avons qu'une légitimité à dire le contraire. Par rapport à la question que vous posez, la loi actuelle ne permet pas autre chose pour ces patients-là lorsqu'ils sont dans des souffrances psycho-socio-spirituelles énormes que éventuellement d'aller avec eux, avec leur famille, vers la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec toutes les questions qui ont été soulevées autour de cette question-là. C'est pour ça qu'à mes yeux, et je l'ai dit, ma propre position intègre l'acceptabilité morale de donner les moyens à ces personnes-là, dès lors que c'est pour elles la seule voie possible de mettre fin à leur jour. Ça me paraît tout à fait moralement acceptable. Mais je sais aussi que la question la plus importante à mes yeux, bien que celle-là le soit aussi énormément, c'est l'énorme contingent de ceux qui ne prennent pas la parole, qui n'ont pas pris position. Tous ceux qui ont effectivement des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ceux qui avancent en âge, ceux qui ont des handicaps qui leur rendent difficile la prise de parole et qui interrogent ce que vous avez souligné. Est-ce que nous aurons la capacité à faire bouger aussi les choses pour que nous décidions collectivement en France qu'à côté des modifications de la loi qui répondent à des questions précises pour un certain nombre de patients, pour le plus grand nombre des patients, nous faisons en sorte que ce à quoi on assiste actuellement, de mettre en grande difficulté l'hôpital public, les professionnels de santé, les hôpitaux privés, dans le déploiement de la démarche palliative, dans la formation des soignants et aussi à domicile, ben, s'améliore un petit peu plus que nous sommes capables de le faire actuellement. Merci. Merci à tous les deux. Donc, je prie de m'excuser pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. Et vous avez possibilité quand même de discuter avec nos deux conférenciers maintenant autour d'un verre. Ça se situera à gauche en sortant.